Et pour les Canadiens, c'est Smith, Neslund, Lemieux, Robinson et Chelios contre Jarvis, Tippett, Samuelson et Scott, Kleinendorf. Smith devant Jarvis à la mise en jeu. Mise en jeu gagnée par Jarvis. Robinson à Chelios. Chelios à Lemieux. Lemieux, une passe qui se rend jusqu'à Neslund, mais péniblement. Et là, c'est Chelios qui rate sa passe et c'est le dégagement de Scott Kleinendorf jusque dans la zone des Canadiens avec encore 1 minute 38 à la pénalité à Joel Kenville. Le centre rapide de Chelios devant Kleinendorf, réussit à se démarquer devant le filet, le tir et le but! Eh bien ça, c'était spectaculaire, M. Tremblay. Eh bien, si son autre but était incertain sur une rondelle déviée, celui-ci, c'est un jeu spectaculaire. Jeu individuel, très belle feinte devant le défenseur. On va le revoir ici à l'entrée de zone. Bonne force d'accélération. Contourne le défenseur et d'un angle quand même assez fermé, comme on l'a vu, bien touché l'intérieur du poteau, un très beau but. C'est Jean Perron, Gilles, qui disait que Chris Chelios sera un joueur à la Montcanty ou à la Raymond Bourque, sauf que dans le style de jeu du Canadien, il ne pouvait pas se permettre de sortir comme celle-là, de façon régulière. Canadiens goal is third of the year, scored by number 24, Chris Chelios. Assisted by number 19, Larry Robinson. At 12 minutes, 4 secondes at 12 minutes, 4 seconds. Donc, c'est un but qui a plu à la foule, qui a ovationné Chris Chelios pendant un bon moment. Donc les pénalités ont été coûteuses. 3 buts avec avantage numérique. 2 par les Whalers en tout cas et 1 par les Canadiens, oui. 3 des 6 buts. Et le souriant Jack Evans. Toujours souriant. C'est un monsieur extrêmement, très austère, extrêmement calme. C'est un peu l'image d'ailleurs qu'il donnait à l'époque où il était joueur. Il y a plusieurs de ceux qui ont été mis en échec par Evans qui ne souriaient pas, eux non plus. Combien d'années avec les Blackhawks? Au moins 7-8 ans, je crois. Plusieurs années avec Rangers également. C'est vrai qu'il a passé quelques années avec les Rangers. Dans les années 60. Il a terminé en 61, avec la Coupe Stanley, si je ne m'abuse. 61, avec Chicago. Et qui est-ce que les Blackhawks avaient battu? Canadiens. Les Canadiens. Il y avait Bobby Hull, il y avait Warren, il y avait Mikita. C'était une très forte équipe. La première année dans le circuit. Oh, là, une passe que n'a pu capter Carbonneau. Elle était beaucoup trop loin. Et c'est la contre-attaque de Ferraro, mais Miller n'attendait pas cette passe. Ça permet à Carbonneau, retenu par Ferraro, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de pénalité. La foule qui proteste véhément, mais ça ne donnera rien. Et là, c'est Chris Nilan. La rondelle se rend jusqu'à Strudlin. Strudlin plaqué par Kleinendorf. Nilan également est là. C'est 3-3. 6 minutes 50 à faire en deuxième. Dave Babbage, un tir qui se rend jusqu'à Brian Hayward, qui remet à sa gauche à Svoboda, de Svoboda à McPhee, retenu par Ron Francis, qui lui enlève la rondelle. Le tir de Francis est complètement hors cible. Et la rondelle qui va choir dans la foule avec 6 minutes 38 à faire au deuxième tiers-temps, c'est 3-3. En direct du Forum de Montréal, c'est la soirée du hockey. Mademoiselle Petit-Gâteau, quelle est l'accusation que vous portez contre M. Denis Blier? J'accuse M. Denis Blier de rendre trop de bottes de scalpin Nordica. Monsieur Blier, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Monsieur le juge, je vais continuer à en vendre parce que c'est la meilleure, la plus confortable, puis il faut surtout respecter le consommateur. Monsieur Blier, vous êtes condamné à 24 heures derrière les barreaux et à continuer à avoir les meilleurs prix. Eh bien, au tableau électronique, on a demandé à la foule de faire du bruit. On répond bien à la demande. Et oui, elle réagit avec joie à cette demande. Robinson à McPhee. McPhee un tir à la gauche de Liout. Liout par la bande, mais c'est à McPhee qu'il a remis la rondelle. McPhee, sa passe a touché un patin pour dévier jusqu'à Kevin Dineen. Arrêté par Strudlin. Dave Babbage. Babbage
à Dunedin, mais précédé d'au moins 3 mètres par Un manque de concentration. Paul Lawless. Et là, c'est Scroodlin qui veut s'en prendre, je crois, à Dunedin, et c'est la mêlée dans le coin gauche, dans le territoire du Canadien. Et la marque est 3-3. Ce qui m'étonnerait, c'est qu'on aille plus loin. On ne peut pas se permettre de folie à ce stade-ci du match. Il est rare de voir un jeu de la sorte, Richard. Un manque de concentration totale. Pénétrer à l'intérieur de la zone peut-être une dizaine de pieds avant le porteur du disque. À notre deuxième pause, ce soir, les grandes transactions dans les années 70 en compagnie d'Yvon Pedneau. Les grands du hockey dans les années 70. Et Guy Lapointe nous présente l'analyse du match. Eh bien, il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu Guy Lapointe devant nos caméras, à notre antenne. Eh bien, ce sera fait au cours du deuxième entracte. Guy Lapointe qui s'occupe maintenant activement de l'équipe de Longueuil dans la Ligue junior majeure du Québec. L'équipe est en première position. Une équipe qui fonctionne très bien et dont l'entraîneur est Guy Chouinard, qui a connu de bonnes années avec les Flames d'Atlanta, en compagnie de Daniel Bouchard, de Jean Pronovo et de plusieurs autres. Là, c'est le mieux qui réussit à conserver, plaqué par Dunedin, mais ça passe. Complété à Neslund, derrière à Svoboda, le tir, et l'arrêt de Liout, retour à Neslund. À Robinson, le tir au-dessus de la cible. Et la rondelle qui a dévié jusqu'à Francis. Les Canadiens qui connaissent de bons moments au cours de cette deuxième période. Ils n'ont pas eu le dessus au cours de la première, mais là, se sont rachetés en deuxième. Les tirs au but, 17 par le tricolore et 14 par les Whalers. Ron Francis, la longue passe complétée à Anderson. Le tir et l'arrêt de Hayward. Arrêt avec le gant. Contre-attaque de Matt Neslund avec le mieux et Bobby Smith. Neslund plaqué par côté. Voilà Anderson maintenant. Anderson, son dégagement arrêté par Neslund qui remet à le mieux lui-même plaqué par Merzen. Et c'est Côté qui est allé chercher la rondelle derrière le filet et qui évite partiellement le plaquage de Brian Scroodlin. McPhee, son tir a touché Francis, le tir de mêlée qui a touché Côté. La rondelle lui revient. Aux prises avec Côté. Derrière le filet, Scroodlin, la passe et le but! Rick Green! Rick Green qui avait suivi le jeu, c'est de s'être glissé. Richard lentement à l'intérieur pour appuyer l'offensive. Et finalement, même si Côté travaillait avec force le long de la rampe, il était seul. Pas de coéquipier pour lui aider, aucun joueur d'avant. Donc à 2 contre 1, on lui a soutiré le disque pour alimenter Green. Surveiller Côté travailler ici contre 2 joueurs. Aucune aide. La passe bien dessinée pour Green qui glissait lentement, lui avait quitté son poste de défenseur. Son premier but de l'année. Canadians goal is first of the year, scored by number 5, Rick Green. Avec le numéro 39, assisted by number 39, Brian Scroodland. And number 8, Dave Bailey. Ce n'est pas un joueur Green, Gilles, qui se porte souvent à l'attaque. On l'a dit à plusieurs reprises, il est très précis dans ses tirs au but. Et là, c'est Richer qui est derrière. Oh, il n'a pas vu Momesso. Il l'a vu trop tard. Et par la suite, eh ben, la mise en échec contre Momesso qui déplace le filet. Et Momesso qui semble avoir été blessé là-dessus. Souvent, lorsque vous n'avez pas de chance de vous protéger, de monter les bras, toucher la barre horizontale. Il est grand quand même. A pu éviter le pire, Richard. On va surveiller la reprise ici. Richer qui contourne le filet bleu. Surprendre Liout qui a très bien suivi Richer. On l'a vu bien appuyé sur le poteau. Pendant qu'à Québec, c'est 4-1, c'est en troisième période. 3-3 Pittsburgh Rangers en deuxième. Boston 6, Buffalo 0. 4-2 Philadelphie sur les Islanders en troisième. Détroit 1, Saint-Louis 1 en première période. Calgary, Chicago sur un pied d'égalité, c'est en deuxième. Minnesota 2-1 sur Toronto. Vancouver, Winnipeg, pied d'égalité également, 2-2. Et c'est complet. Et pendant ce temps-là, la foule a manifesté. Pour ceux qui se demanderaient ce qui s'est passé, c'est encore une fois qu'au tableau indicateur, on lui a justement demandé de faire du bruit. Walter, le toit! Quelle chance ratée par Momesso! Quelle chance! Il a complètement raté son tir.
Et là, c'est Green dans son territoire. Les Canadiens qui mènent 4-3 avec maintenant 3 minutes 58 à faire au deuxième tiers. Ryan Walter pousse derrière le filet de Liut et ça permet des changements chez les Canadiens. C'est le trio de Corson, Carbonneau et Richer qui va être remplacé dès qu'il en aura la chance par Nyland. Et voilà qui est fait. Wolf Samuelsson. Là, c'est Nyland. Nyland de l'autre côté à Carbonneau, le tir du revers. Et là, le tir et le but! Shane Corson. Non, Chris Nyland, je m'excuse, c'est Nyland. Bien vu Corson. On va revoir le jeu ici, Richard. Liut qui va faire l'arrêt, agenouillé, un lancé, deux lancés. Finalement, Corson réussit son but. Madden était prêt. Le but Deux du lancers Canadien, son successifs. 5e de la saison, compté par le numéro 27. Canadiens' goal is 5th of the year, scored by number 27, Shane Corson. On voit cette séquence, deux lancers successifs. La défensive qui arrive en retard. Eh bien, quelle deuxième période pour les Canadiens. Et le numéro 30, 4 buts. number 30, Chris Nyland. Ils ont 13 de tirs au but contre seulement 5 par les Whalers. 4 buts, oui. Et ils mènent 5-3. Et Nyland maintenant qui remet derrière à Chelios. Chelios à Carbonneau. Carbonneau un tir à la droite de Liut. C'est Corson qui est là le premier. La passe à Nyland. Nyland qui a dû pivoter pour réussir son tir au but, ce qui a donné le temps aux joueurs des Whalers de s'approcher et de venir le contrer. Et son tir a manqué de précision. Là, c'est Anderson aux prises avec Chelios. Francis, lui, pendant ce temps-là, aux prises avec Nyland. Le tir de Merson, l'arrêt de Hayward qui a fait dévier jusqu'à Chelios. Chelios par la bande. À Carbonneau. Carbonneau qui laisse la rondelle pour Neslund. Neslund qui s'approche, joue bien. La passe à Nyland. Oh, un tir qui est remplacé, mais il a touché l'extérieur du filet. Quelle chance ratée par les Canadiens. Là, les Canadiens, Gilles, avaient au moins 2-3 chances avec ce jeu-là. Il y avait 2-3 choses qui étaient possibles. Il y a eu une certaine hésitation à un certain moment. Là, le mieux devant Kenville. Les Canadiens absolument déchaînés au cours de cette deuxième période. Smith, la passe à Neslund. Neslund qui a reçu la rondelle dans ses patins. Revient, remet de l'autre côté à Svoboda, de Svoboda à Smith. Les Canadiens constamment en mouvement. Un véritable feu roulant. Et là, c'est Neslund. Oh, l'arrêt du jeu, le filet qui est sorti de ses gonds. Et ça vient arrêter, Gilles, cette période extrêmement entraînante, c'est le moins qu'on puisse dire, de la part des Canadiens. La soirée du hockey se poursuit dans un instant. On aime l'action, on veut se dépasser. Molson, on aime le goût rafraîchissant, le goût des altérants. Molson. De la satisfaction. En veux-tu? En v'là. Satisfaction. Alors, M. Tremblay, les défenseurs des Canadiens, vous en avez parlé avant le début du match. C'est exactement ce que vous avez souligné en disant qu'il fallait absolument qu'ils commencent à marquer des buts si on voulait que l'attaque s'améliore. Eh bien, ils en ont 3 sur 5 ce soir. Un tir de Neslund qui se rend jusqu'à Liut. Le tir de Smith. Liut qui a donné un retour là-dessus. Les Whalers complètement débordés dans cette deuxième période. Le Gavin qui applique les freins, perd la rondelle. C'est Svoboda qui lui a fait perdre. Il reste 1 minute 25 à faire en deuxième période. C'est Canadiens 5, Hartford 3. Hayward par la bande pour Mike McPhee. McPhee qui fait une chute. La passe à Robinson. Robinson qui a légèrement jonglé avec la rondelle. Le relais à McPhee. McPhee a poussé la rondelle dans le territoire des Whalers. Là, elle est dans les airs. C'est Tippett qui n'a pas réussi à la rabattre, mais qui, par la suite, remet en territoire neutre. Gingras tout de suite un tir derrière le filet de Mike Liut. Il reste encore 55 secondes à faire au deuxième tiers-temps. Et là, ce feu roulant des Canadiens fait que les Whalers sont
complètement désorganisés, ont énormément de difficultés à organiser une attaque valable. Un tir de Gingras qui a touché Merlet. Babbage y reprend. Une passe qui va jusqu'à Green. Green qui a fait dévier jusqu'à Gingras. Rondelle libre au centre prise par Babbage. Et là, c'est Merlet qui remet en zone neutre avec maintenant 25 secondes à faire en deuxième période. Un tir de Morrison arrêté par Corson. Gingras reçoit la rondelle, mais sa passe est interceptée par Ferraro. Ferraro prise avec Gingras. Et cette fois-ci, c'est Green en compagnie de Merson. Une passe de Merson, mais personne pour la capter. Gingras. Le relais à Corson, il ne reste que 5 secondes. Et là, Corson, qui n'a pas aimé la mise en échec de Robertson. Et le combat est engagé. C'est le deuxième pour Robertson ce soir. On sait qu'il s'est battu contre Chris Nyland en première période. Et Corson ne donne pas sa place non plus. C'est un bonhomme qui est longiligne, mais qui est aussi très fort physiquement. Et tout ça se produit avec 4 secondes à faire en deuxième période. Déjà, depuis le début de la saison, John Corson a fait face, Richard, à tous les hommes forts de la Ligue. On pense à Couture, à Stanley à Philadelphie l'autre soir, à Couture à Détroit. Alors, il est puissant. Ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. Eh bien, Robertson a semblé perdre le souffle ou il est blessé. Voilà, si on regardait de quelle façon le tout a commencé. Dure mise en échec le long de la clôture. Et Robertson tout de suite qui a engagé le combat, mais il est resté. Il est demeuré sur... il s'est blessé, je pense, à une jambe, Gilles, peut-être? Ça peut, ça peut. En tombant sur la patinoire. Ces joueurs mettent tellement de force dans les combats. Allons maintenant au Minnesota. Le 25e but de Dino Ciccarelli. Qui vous aurait dit il y a une vingtaine d'années, M. Garneau, que le 29 novembre, on aurait déjà un joueur avec 25 buts dans la Ligue nationale? Eh bien, Ciccarelli vient de réussir son 25e. Le voici. Et s'il continue comme ça, Gilles, il pourra en marquer 90. Ah, incroyable. Et Ciccarelli, il y en a qui se demandent comment il faut prononcer son nom, parce qu'il y en a plusieurs aux États-Unis qui prononcent Ciccarelli. Et nous, on dit tout le temps Ciccarelli pour une bonne raison, c'est qu'on lui a demandé. Oui. Donc ici, voilà, Robertson. Robertson, malheureusement, qui semble souffrir. Combat, oui. C'est blessé une jambe. Et c'est la deuxième fois, Gilles, qu'on voit un joueur en peu de temps sortir de la patinoire sérieusement blessé à une jambe. On a vu Hunter des Nordiques, ça c'était très sérieux comme blessure. On sait qu'il sera absent pendant au moins 8 semaines. Il y a des infractions ici, des majeurs, aux deux joueurs, avec seulement 4 secondes à faire. À 19 minutes 56. Voilà ici la façon dont il... C'est peut-être le genou qui a plié ou la cheville. La cheville, encore une fois, un peu comme on l'avait vu à Québec. La cheville complètement tournée. Complètement tournée. Et c'est sur cette note malheureuse que se termine ce deuxième tiers-temps. Les tirs au but, 22 par les Canadiens. C'est donc dire qu'ils en ont réussi 15 en deuxième et 16 par les Whalers, 6 en deuxième. Et Brian Hayward, lui, depuis qu'il est devant le filet, n'a pas accordé un seul but. Et ça, il est dur de revenir après une deuxième période comme celle-là, quand le club adverse marque 4 buts contre vous. Donc, la marque après 2 périodes de jeu est Canadien 5, Hartford 3. Tôt ou tard, la plupart d'entre nous recevront la pension de la sécurité de la vieillesse comme revenu de base pour notre retraite. 2 régimes gouvernementaux viennent s'ajouter à cette base. Au Québec, le régime de rente du Québec et ailleurs au pays, le régime de pension du Canada. Au moment de leur apparition, ces 2 régimes étaient identiques, mais avec le temps, quelques différences sont apparues entre les deux. Le gouvernement du Canada et ceux des provinces ont convenu d'améliorer le régime de pension du Canada. À compter du 1er janvier 87, ces améliorations rapprocheront les 2 régimes et ne changeront en rien la pension de la sécurité de la vieillesse. La grande majorité des Québécois profitent déjà de ces avantages, comme la pré-retraite, par exemple. Et pour en savoir plus long à propos des changements au régime de pension du Canada, composez ce numéro ou consultez votre journal. Bonsoir Yvon. Bonsoir Lionel. Le sujet d'Yvon Pedneau ce soir, les transactions les plus importantes dans les années 70 vers les années 80 aussi. J'ai cru bon aller dans les années 60 pour vous raconter quelques anciens souvenirs, Lionel. Ah oui? Alors oui, les années 60, je sais que vous étiez
très occupé à surveiller des transactions. Il y en a plusieurs, il y en a eu des assez spectaculaires. Ce qu'on a voulu démontrer, cependant, Lionel, c'est un peu... On parle souvent, le mot transaction est un mot très important dans le hockey ou dans n'importe quel sport. C'est spectaculaire, c'est comme un joueur au baseball qui frappe un circuit ou un marqueur de 52 au hockey. Les gens s'y attachent beaucoup. Il y a beaucoup de rumeurs de transactions qui circulent au cours d'une saison, etc. La plupart ne se réalisent pas du tout. Mais il y en a eu quand même dans le passé qui ont vraiment marqué l'histoire du hockey, vraiment une page du hockey en général. Et, il y a sûrement la plus célèbre, c'est l'échange de Chicago-Boston. Oui, j'ai l'impression que, j'ai posé la question à quelques confrères et quelques joueurs l'autre jour, celle qui a impliqué 6 joueurs entre les Bruins de Boston et les Blackhawks de Chicago. On se souvient que les Bruins avaient, Lionel, échangé Fred Stanfield était passé, lui, accompagné de Phil Esposito et de Ken Hodge. Ces 3 joueurs-là étaient passés aux Bruins de Boston en échange de Gilles Marotte, de Hubert Martin et de Jack Norris. Évidemment, quand on regarde la carrière de Phil Esposito, aujourd'hui, quand on fait un recul et qu'on s'aperçoit qu'il a été l'un des grands marqueurs de l'histoire du hockey, c'est une transaction tout à l'avantage des Bruins de Boston. Il n'y a aucun doute là-dessus. On pourrait parler de celle dans les années 60 où les Red Wings de Détroit avaient une ligne d'attaque composé de Paul Henderson, Norm Ullman et de Floyd Smith. Ces 3 joueurs-là sont passés aux Leafs de Toronto, tu te souviens, et ça avait fait couler beaucoup d'encre. Et les joueurs que les Red Wings avaient obtenus en échange, Frank Mahovlich, Gary Unger, et à ce moment-là, il y avait également Pete Stemkowski. On va retenir le nom de Frank Mahovlich parce qu'il devait être échangé à un autre club plus tard. Il s'appelle le Canadien de Montréal. Les Canadiens avaient cédé Guy Charron, Mickey Redmond et Bill Collins. Et tu te souviendras que lorsque Mickey Redmond avait quitté Montréal, Sam Pollock avait déclaré à ce moment-là qu'il deviendrait un marqueur de 50 buts. Mais les Canadiens avaient besoin d'un ailier gauche très rapide, avec beaucoup d'expérience, et Frank Mahovlich avait terminé au premier rang des compteurs pendant les séries de la Coupe Stanley cette saison-là. Ça avait été remarquable, en effet. Et le plus près de nous, une transaction on en parle encore, Rod Langway, Craig Laughlin, Brian Enblum et Doug Jarvis qui sont passés aux Canadiens, qui sont passés aux Caps de Washington en retour de Rick Green et de Ryan Walter. Et tu voulais parler de Green tout à l'heure. Une transaction qui, oui. Il y a une transaction qui profite aux Canadiens depuis 2 ou 3 ans. Du moins, ça a été une transaction très controversée. Mais Rick Green est devenu un joueur très, très solide à la ligne bleue. Ryan Walter est un joueur qui a la confiance de la haute direction ici. Et j'aimerais terminer sur une autre note. Jean Rattel, lui, on s'en souvient, il a été échangé aux Bruins de Boston, ainsi que Brad Park. Il y avait un troisième joueur dans cette transaction, si tu veux le connaître, Lionel, Joe Zanussi. Aujourd'hui, il est disparu de la circulation, évidemment, comme les autres. Et les Phil Esposito, lui, étaient passés aux Rangers en compagnie de Carol Badin. Et si on veut être sarcastique, peut-être que les joueurs ont eu certains propos à ton sujet ce soir. Je veux parler des joueurs du Canadien. Oui. Se sont trouvés en deuxième. Merci beaucoup, Yvon Pedneau. À la prochaine. Eh bien, dans quelques instants, Yvon, nous allons évoquer quelques souvenirs, justement, des joueurs qui ont marqué les années 70. De bons souvenirs à se rappeler. Voici la Ford Taurus. Acclamée par les spécialistes, cette routière de classe internationale se distingue par son esthétique d'avant-garde, sa technologie de pointe, sa maniabilité et sa tenue de route incomparable. Choisie voiture de l'année par Motortrend, la nouvelle Taurus vous impressionnera plus que jamais en 87. Faites l'essai d'une Taurus chez votre concessionnaire Ford dès aujourd'hui. Parce que chez Ford, la qualité passe avant tout. Pour quelle raison, environ 200 fois à la minute, quelqu'un, quelque part, choisit les essences pas de problème et sont... Pas de problème. Parce qu'elles nettoient pendant que vous roulez. L'éducation, c'est une question de bon sens. Et en éducation, il y a beaucoup de choses qui comptent. Le temps que les enseignants consacrent à chaque élève, ça compte. La contribution des professionnels, ça compte. La fierté des éducateurs d'adultes, ça compte. Même un enfant peut comprendre ça. En éducation, les employés de soutien, les éducateurs d'adultes, les professionnels et les enseignants, ça compte vraiment. Un message de la CEQ. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Le hockey change de même que les visages. Certains de ces visages, cependant, restent bien ancrés dans notre mémoire.
C'est avec une certaine nostalgie que l'on revoit ces anciens joueurs, une époque qui n'est pas aussi lointaine que cela. Guy Lapointe sera là comme analyste ce soir dans quelques instants. À tout de suite. Voici la nouvelle Toyota Tercel 1987. Saviez-vous qu'on l'a complètement redessinée pour un meilleur aérodynamisme? Toujours les mêmes standards d'excellence, économie, fiabilité et résistance. Et son nouveau moteur à 12 soupapes, c'est comme un petit génie sous le capot. La toute nouvelle Toyota Tercel Hatchback 87 à 3 ou 5 portes. Comptez dessus pour rouler, comptez dessus pour durer. On ne saurait parler du CN d'aujourd'hui sans évoquer l'efficacité. L'efficacité qui nous fournit instantanément toutes les données sur tel wagon. L'efficacité qui nous permet de faire parvenir des voix d'ici et du monde entier aux confins de notre pays, là où ne se rend nul chemin de fer. On l'a compris au CN, et l'on agit en conséquence. Si vous deviez choisir un seul ordinateur pour le foyer, un ordinateur qui puisse passer les milliers de programmes MS-DOS utilisés pour la gestion et l'enseignement, un ordinateur personnel extensible pour des applications plus puissantes, vous choisiriez sans doute le nouveau Tandy 1000EX de Radio Shack, en solde jusqu'à Noël à 999 $. Le Tandy 1000EX, en exclusivité chez Radio Shack et dans les centres d'ordinateurs Tandy. Apportez-le chez vous dès aujourd'hui. Eh bien, Guy Lapointe, comme revirement, c'en est tout un. Ça te rappelait des souvenirs du printemps dernier, hein? Définitivement, autant que Montréal, disons, qui ont débuté la première période, on voyait une certaine nervosité sur les joueurs. Le premier jeu, je me rappelle bien qu'on a donné la rondelle, puis ça s'est enchaîné ensuite comme ça. Je pense que le point dominant de Hartford a complètement dominé la défensive du Canadien en première période. Je veux dire, moi, définitivement, qu'on ne peut pas blâmer le gardien de but du Canadien. C'est ce que j'allais te demander. Sur le premier but, on voit ici Anderson qui passe la rondelle à Ron Francis. Si tu vois bien à l'avant du net, on voit Ludwig qui manque sa mise en échec devant le filet. Donc, automatiquement, on voit que Patrick l'a vu voiler. Il n'a aucune chance de le lancer sur ce but-là. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé tout au long de la première période. Je veux dire, la défensive du Canadien a été débordée. Ici, encore une fois, on voit le numéro 14 qui passe la rondelle. Encore une fois, on laisse encore tout le temps voulu. Green qui s'agenouille pour essayer de bloquer le lancer. En même temps, voilà encore la vue de Patrick Roy qui n'a aucune chance de le lancer au lieu d'aller tout de suite vers lui puis presser le jeu. Donc, c'est comme j'expliquais tantôt, on hésitait en première période beaucoup. Quand on dit que ça va mal, on voit ici, on tente une passe par la bande. Elle est interceptée au vol par le joueur qui remet le puck en avant complètement à Ferraro, qui est complètement seul avec Patrick, qui n'a aucune chance. Donc, c'est le genre de période qu'on a vu en première. Je veux dire, le Canadien n'a eu aucune chance. Il était complètement pourchassé par les avants de Hartford. En deuxième période, on a vu un revirement total. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je veux dire, si Jean Perron les a fouettés un peu après la première. Oui. On a vu le Canadien complètement une équipe changée avec ce qu'il y avait en première période. Ici, on voit le but de Chelios. Carbonneau qui fait de l'excellent ouvrage devant le net, voit le but d'Elliott et Elliott n'a aucune chance. C'est peut-être un fait pourquoi que le Canadien dernièrement avait beaucoup de difficultés sur le jeu de puissance. Je pense qu'on ne sert pas assez souvent des défenseurs pour décrocher des lancers. Souvent on dit que c'est les jeux les plus simples à faire, puis les jeux souvent qui vont profiter au club de pouvoir produire sur le jeu de puissance. Puis aussi, il ne faudrait pas oublier aussi que l'effet d'avoir mis Hayward dans le net, ça a fait certainement l'effet psychologique. Justement, de réveiller les joueurs. Puis le fait que Patrick se sentait pas bien, donc c'était une chance voulue pour Jean Perron de réveiller. Un bien drôle de match. Ah, définitivement. Si le Canadien continue avec ce veine-là qu'il a fait en deuxième période, je pense que c'est la façon l'an passé qu'on a remporté la Coupe Stanley ici. Donc, des fois, on dit souvent que la meilleure défensive, c'est l'offensive. On a vu le Canadien attaquer constamment dans la zone de Hartford, qui a donné la chance à sa défensive de récupérer. Merci beaucoup, Guy. À bientôt. Merci bien. La soirée du hockey se poursuit dans quelques instants. À tout de suite. Tôt ou tard, la plupart d'entre nous recevront la pension de la sécurité de la vieillesse comme revenu de base pour notre retraite. Deux régimes gouvernementaux viennent s'ajouter à cette base. Au Québec, le régime de rente du Québec et ailleurs au pays, le régime de pension du Canada. Au moment de leur apparition, ces deux régimes étaient identiques. Mais avec le temps, quelques différences sont apparues entre les deux.
Le gouvernement du Canada et ceux des provinces ont convenu d'améliorer le régime de pension du Canada. À compter du 1er janvier 87, ces améliorations rapprocheront les deux régimes et ne changeront en rien la pension de la sécurité de la vieillesse. La grande majorité des Québécois profitent déjà de ces avantages, comme la pré-retraite, par exemple. Et pour en savoir plus long à propos des changements au régime de pension du Canada, composez ce numéro ou consultez votre journal. Mazda va plus loin que tous ses concurrents pour prouver la qualité de ses voitures et camionnettes. Aucun autre constructeur automobile n'a jamais démontré une telle confiance en ses véhicules. Pendant un temps limité, Mazda offre une garantie prolongée de 5 ans, 100 000 km sans coût additionnel sur toutes les nouvelles Mazda. Son nom, la garantie spéciale Leadership Mazda. Les amateurs de hockey peuvent maintenant mettre leur connaissance à l'épreuve avec la bière Laurentide. En effet, Richard, il s'agit de Parlons Hockey, un jeu question-réponse sous chaque capsule dévissable. Pour jouer, il suffit de prendre une Laurentide, de dévisser la capsule et de poser la question. Quel numéro Maurice Richard portait-il avant le 9? Je m'excuse, Claude, mais il faut aussi dire aux gens qu'en plus, avec les étiquettes de goulot Laurentide ou facsimilé, ils pourraient gagner jusqu'à 40 000 $ lors d'un tirage. Alors, Parlons Hockey avec Laurentide. C'est du Capitol Center à Landover, Maryland, que vous sera présenté le prochain match des Canadiens. Les Capitals, qui traversent une période difficile, tenteront de mettre fin à cette profonde léthargie. Canadiens, Washington, samedi prochain, 19h30, à la soirée du hockey. Début de la troisième période, les Canadiens qui mènent 5-3. On va surveiller la blessure, surveiller au bas de l'écran la cheville de Torrey Robertson. Ah, incroyable la façon dont... Ça ressemble un peu à ce qui est arrivé à Dale Hunter à Québec, Gilles, mais ça me semble un peu moins grave quand même. Chose certaine, je n'ai pas l'impression que Robertson, d'ailleurs, je vais jeter un coup d'œil au banc des joueurs, j'ai pas l'impression qu'il sera là pour la troisième période, effectivement. Non, il n'est pas au banc des pénalités. Non, je pense que... Richard, il n'est pas au banc des pénalités. Il sera au banc des pénalités. Shane, oui, c'est vrai. C'est vrai. Shane Corson, oui, tout seul au banc des pénalités. Il commence à purger cette pénalité de 5 minutes. Pour les Canadiens, c'est Nyland en compagnie de Carbonneau et Neslund avec Svoboda et Robinson comme arrière. Et pour les Whalers, Duneen avec Francis et Anderson. Tire, le but! Voilà. La rondelle qui a dévié, je pense que c'est Kevin Duneen. 19 secondes. Une rondelle qui a été projetée dans les airs. Et finalement, on a réussi à la contrôler à nouveau. Et c'est un très beau tir. 19 secondes seulement. Et c'est un nouveau match. 5-4. Revoyons le jeu ici. Surveillez une rondelle qui est projetée dans les airs. Finalement, on va le contrôler à nouveau. Et c'est Kevin Duneen? Ou c'est Francis peut-être qui a fait dévier. C'est Ron Francis qui a fait dévier ce tir de Duneen. Un tir en plus qui était partiellement raté. Un lancer bas, une rondelle qui roulait. On va revoir le jeu. Oui, une rondelle qui touche Francis, qui semble rouler au-dessus du bâton. Son 10e de la saison, compté par le numéro 11. Whalers goal is 10th of the year, scored by number 11, Kevin Duneen. Avec l'aide du numéro 20, assisted by number 20, John Anderson. Et là, le tir, et voilà le but! Incroyable. Par Paul Lawless. On crée l'égalité à 34 secondes maintenant. Eh bien, comme ça change rapidement, Gilles. Voilà. Comme la roue tourne. Les Canadiens qui étaient complètement déchaînés en deuxième, qui reviennent peut-être un peu trop sur... On revoit le disque ici, une rondelle qui est manquée par le gardien, complètement ratée. Veut garder le disque dans son gant. Et voilà, ici, il est complètement hors de son rectangle ou de son demi-cercle pour ce deuxième but. Donc, le premier avait été décompté à quoi? 19 secondes? Et là, il n'y a que 34 secondes découlées en troisième période, donc en 15 secondes. 15 secondes d'intervalle. 15 secondes d'écart entre ces deux buts. Le but du Hartford, son 9e de la saison, compté par le numéro 28. Whalers goal is 9th of the year, scored by number 28, Paul Lawless. Avec l'aide du numéro 7, c'est Francis qui remet Anderson, sa passe est reçue au centre par Ludwig, mais il n'a plus gardé la rondelle. Walter plaqué par Duneen, Francis qui reprend. Francis plaqué à son tour par Guy Carbonneau. Carbonneau
La passe pour Nyland, mais aux prises avec Morrison. Nyland qui réussit à se démarquer. Nyland dans le territoire des Whalers est plaqué par Sylvain Côté qui lui fait perdre la rondelle. Reprise par Chelios au centre de la patinoire. Lawless assisté de Gavin et Everson. Voilà là. Nyland encore une fois à Carbonneau. Le tir et l'arrêt de Mike Liut qui a fait dévier à sa droite. Et la collision entre Gavin et Nyland. Les deux ont chuté. Ça a semblé un peu plus spectaculaire dans le cas de Nyland. Morrison, un tir à la gauche du filet de Brian Hayward. Mais ça devient un dégagement refusé aux Whalers. 18 minutes 24 à faire en troisième, c'est 5-5. Le nouveau Chevrolet S10, le petit costaud de GM, le numéro 1 des ventes de camions au Canada. Il faut être costaud pour rester bon premier. Avec des pick-up comme le S10 et le S10 à cabine maxi, GM ne peut que rester numéro 1. Costaud, costaud, il faut vraiment construire le costaud des costauds. Chaque Picosto S10 est construit de façon à vous offrir la meilleure qualité et la plus grande fiabilité possible. Il faut être costaud pour rester bon premier. Chevrolet fait les petites choses en grand. C'est une mauvaise nouvelle dans le cas de Torrey Robertson. Torrey Robertson est maintenant quitté pour l'hôpital. Premier diagnostic, eh bien, fracture du tibia juste au-dessus de la cheville. Et ça pourrait durer un bon 8 semaines. Ah. On me fait rire lorsqu'on parle de fracture du tibia et qu'on parle de 8 semaines, Richard. Oui, ben, dans le cas de Hunter également, on a parlé de 8 semaines, mais je pense qu'on se montre beaucoup trop optimiste. Oui, beaucoup mieux de parler de 3 mois, de plus de 3 mois. Alors, on a un nouveau règlement maintenant qui permet aux gardiens de but de pouvoir profiter de cette bouteille d'eau quand il le veut. On sait qu'à plusieurs reprises, il profitait de pénalités ou encore d'arrêt de jeu pour se rendre au banc. Ça causait un certain retard. Maintenant, la permission a été donnée. On peut fixer une bouteille d'eau au filet et c'est ce que l'on voit présentement. À la mise en jeu, c'est Ray Ferraro devant Brian Skrudland. Skrudland qui joue avec McPhee et Mealy contre ce trio de Miller, Ferraro et Dave Tippett. McPhee la passe à Ludwig derrière le filet du Canadien. À Mealy. Mealy qui ne réussit pas à sortir. Ça c'est Chelios qui a perdu. Et voilà Tippett. Tippett arrêté par Ludwig qui s'est jeté de tout son long. Et c'est la sortie à 3 contre 2 autour de Chris Chelios devant Kenville maintenant. Une passe qui a touché Kenville. Mealy reprend pour Chelios. Mais c'est Kenville qui a touché à la rondelle le premier. Et qui a dégagé jusqu'à la ligne 2 des Canadiens. Voilà Samuelsson maintenant. Samuelsson arrêté par McPhee. C'est Gingras qui reprend. Une passe pour Mealy. Mealy à Skrudland. Skrudland plaqué par Kleinendorf. Changement chez les Canadiens. C'est le trio de Stéphane Richer, Sergio Momesso et Ryan Walter qui est là. Miller plaqué par Momesso. Dégagement annulé par Miller. La passe interceptée par Gingras qui ne réussit pas à sortir la rondelle. Là c'est Babbage dont la passe est interceptée par Momesso. Momesso qui s'approche du filet, le tir et Kleinendorf qui a eu le temps d'étendre son hockey et qui fait tomber la rondelle dans la foule. On reprendra à la droite de Mike Liu. En ce moment, vous ne voulez pas savoir que votre nouvelle batterie Eliminator de Motomaster est garantie tant que vous possédez votre auto, ou que vous n'aurez plus jamais à payer pour une autre batterie de rechange. Vous ne voulez pas savoir qu'aucune batterie ne possède de garantie plus solide que l'Eliminator. Tout ce que vous voulez savoir, c'est... L'Eliminator de Motomaster, la dernière batterie que vous achèterez pour votre auto, vendue exclusivement chez Canadian Tire. 17 minutes 4 secondes à faire en troisième. C'est l'égalité 5 à 5. De même que c'est l'égalité 5 à 5 entre les Flyers de Philadelphie et les Islanders de New York. Un tir de Gingras qui s'est rendu jusqu'à Liu qui a fait l'arrêt. Dégagement jusqu'à l'autre bout. Et Hayward qui sort de son filet. Mais harcelé par Francis. Carbonneau en compagnie de Nyland. La passe à Nyland. À Carbonneau. Carbonneau qui était légèrement hors d'équilibre et qui n'a plus gardé la rondelle. Voilà Francis, la longue passe à Deneen, bien complétée. Poursuivi par Gingras qui lui fait perdre la rondelle. Et Deneen qui va choir contre le poteau des buts. Mais rien de grave, fort heureusement.
avec le but qui laisse les gonds. Les jeux sont presque faits. Une équipe sera demain en possession de la Coupe Grey. Un match précédé d'une rétrospective de la saison demain à 15h30, heure de l'Est. Voilà le jeu à nouveau. Infraction de Gaston Gingras. 3 minutes 29 secondes contre Deneen. On a vu ici, encore une fois, Richard Lachute frappe le poteau avec le dos. Il y a quelques années, mais ça aurait été une blessure grave. Il y en a plusieurs qui sont blessés de cette façon-là. Je pense à Serge Savard en particulier. Également, si tu remarques le fond du filet maintenant, on n'a plus cette pointe qui avançait. Tu viens de la blessure de Howe, Mark Howe. Babbage, le tir de Francis qui est hors cible. La rondelle est dans les airs. C'est Carbonneau qui n'a pas réussi à y toucher, mais Walter, un tir au-dessus de la cible. Oh, la rondelle qui est revenue devant Lioud. C'est Stuart Gavin. Gavin en compagnie de Avison et de Lawless, de même que Francis et Babbage contre McPhee maintenant, Carbonneau, Ludwig et Green. Encore 1 minute 25 à la pénalité à Gaston Gingras. Gavin qui remet à Avison. Derrière à Babbage, le tir. Il a touché Carbonneau, la rondelle va choir dans le coin droit. Reprise par Gavin. Gavin qui est plaqué par Rick Green. Maintenant c'est Avison qui remet derrière à Babbage. Babbage à Francis. Francis, une passe qui se rend jusqu'à Avison. Le tir et l'arrêt de Ryan Hayward. La rondelle qui est restée collée dans sa jambière avec encore 1 minute 8 à la pénalité à Gaston Gingras. Alors le sommaire du match jusqu'à maintenant. En première période, c'est... En deuxième période, oui, seulement le sommaire de la deuxième. 4 buts sans riposte des Canadiens. Chelios, c'est deuxième et troisième. Le premier assisté de Momesso et Richer, le deuxième de Robinson avec avantage numérique. Green assisté de Scruden et Melee. Et Corson sur des passes de Carbonneau et Nyland à 16-29. Le premier de Chelios, on voyait que c'est Carbonneau qui l'avait fait dévier. Je crois que le disque aurait touché le patin de Dana Merzen, numéro 4. Défenseur qui se repliait devant son filet. Donc c'est une rondelle qui a certainement dévié. Washington 3, Québec 4 en troisième période. Il y a eu beaucoup de tirs déviés, Gilles, ce soir, énormément. Anderson derrière à Babbage, à Anderson encore une fois. Le tir d'Anderson et but! Kevin Deneen qui a fait dévier. En voici un autre. But compté avec avantage numérique, c'est le 4e. Le 3e des Whalers. Et c'est 6-5 à 4 minutes 28 secondes. Tir puissant. Avec cette mise en jeu à la droite de Hayward. Voilà le tir ici d'un angle quand même assez fermé. La rondelle qui est juste déviée. Est-ce qu'elle a touché le patin de Robinson ou ça a été touché devant le filet par le joueur des... Surveillons ici. Robinson est très près. Peut-être touché le patin de Robinson. Mais quand même, 3 buts, Gilles, en moins de 5 minutes au début de la troisième période. C'est tout à l'honneur des Whalers. Ou le patin de Green. De la saison compté par le numéro 20. Whalers goal is 8 of the year, scored by number 20, John Anderson. Avec l'aide du numéro 11, assisted by number 11, Kevin Deneen. Et le numéro 44, and number 44, Dave Babbage. À 4 minutes 28 secondes. Oui, je disais que c'est tout à l'honneur des Whalers de Hartford. Quand une équipe est débordée comme elle l'a été en fin de deuxième période et qu'elle se fait marquer 4 buts et qu'elle revienne aussi rapidement en troisième, c'est assez indicateur une équipe la à force respecter. de caractère de cette équipe-là. Une équipe à respecter. Il nous prouve que ce n'était pas un feu de paille l'an passé. Le Canadien a dû jouer son meilleur match de la saison pour gagner à Hartford. Il y a en prolongation. plus d'une semaine. Le match de 4-1, non, je parle en série éliminatoire. La série s'est gagnée en 7 matchs et en prolongation en plus, grâce à un but de Claude Lemieux, on s'en souvient. Tippett, Jarvis, Gavin contre Neslund, Smith et Lemieux. Les Whalers qui mènent 6-5. Et là, c'est Merzen, arrêté par Chelios. Et là, on a retenu Claude Lemieux, mais il n'y aura pas de pénalité. Samuelson, un tir derrière le filet des Canadiens. La foule qui proteste, mais... ça n'aura pas de suite. À la poursuite du disque, Ulf Samuelson. Samuelson qui rate la rondelle. C'est Merzen qui la reprend.
Merson touche le patin de Gavin. La rondelle a dévié jusqu'à le mieux. Le mieux derrière à Chelios. Chelios rapidement s'amène dans le territoire. On le fait trébucher. Remet à Smith. Encore une fois, pas de pénalité. C'est Francis qui a repris. Francis, la longue passe bien complétée par Gavin. Le tir de Gavin, l'arrêt de Brian Hayward. Et c'est Francis qui est plaqué par Ludwig. Gavin, lui, est aux prises avec Walter. Et c'est la sortie de Max Neslund. Neslund qui a toujours la rondelle. Un tir. C'est le mieux qui reprend la passe devant. Intercepté par Kenville. Et là, c'est Neslund. Ça passe à toucher un joueur des Whalers. La rondelle est revenue. Lui est revenu. Et là, on se retrouve en territoire neutre. C'est Chelios. Ça passe intercepté par Francis. Francis, le tir. Oh, un tir très lourd. Qui a touché, je pense, l'épaule ou l'épaulette de Brian Hayward. Plutôt. Une passe qui se rend un peu à l'aveuglette jusqu'à Francis. Son tir est hors-cible pendant que Deneen et Chelios se bousculent devant le filet du Canadien. Là, c'est la sortie de Momesso, un seul défenseur, Babbitt. Momesso qui cherche un coéquipier trouve Walter. Walter, une passe, mais qui est interceptée par Dave Babbitt, qui remet rapidement à Deneen. 2 contre 1, en compagnie de Anderson. Le tir et le but! Kevin Deneen! Un moment d'hésitation pour permettre au gardien Hayward de s'agenouiller. Vous verrez sur la reprise, le disque a été gardé sur son bâton. Hayward n'a pas été assez patient. A commencé à descendre tranquillement dans sa chute et la rondelle est venue passer au-dessus de son épaule, si j'ai bien vu. Un très beau but. Surveillez Deneen ici, son moment d'hésitation. Et voilà, la rondelle qui vient passer à la gauche, très près de l'épaule. On va le voir d'un angle différent ici. Ennuyé par derrière. Whalers goal is 11th of the year, scored by number 11, Kevin Deneen. Avec l'aide du numéro 4, assisted by number 4, Dana Merson. À 6 minutes 44. 4 buts, Richard. En peu de temps. 6 minutes et quelque chose. Ce sont les Whalers, Gilles, qui sont déchaînés maintenant en ce début de 3e période. Kevin Deneen, pour sa part, qui joue un très fort match encore une fois. Il a toujours beaucoup de succès contre les Canadiens. Et il a 2 buts et 1 passe sur les 4 derniers buts des Whalers en 3e période. Et les Whalers qui mènent 7-5 avec 12 minutes 50 à faire en 3e. Et là, c'est Tippett par la bande pour Miller. Miller qui ne peut compléter cette passe. Et Ferraro qui a remis à Tippett une passe pour Miller, mais plaqué au même moment par Rick Green. Et c'est la sortie de Sergio Momesso. La passe à Richer, mais la rondelle a été touchée par Kenville. C'est Kenville qui a la rondelle, la remet à Miller. Miller à Ferraro. Ferraro devant Gingras, il a perdu la maîtrise. La rondelle s'est rendue jusqu'à Brian Hayward qui remet à Robinson. De Robinson à Walter. Walter par la bande. Ce sera complété après un drôle de bond par Richer. Richer, la belle feinte. Derrière le filet maintenant, mais rejoint par Samuelson. Là, c'est Merson aux prises avec Carbonneau, mais dégagement jusqu'au centre. Et Nyland qui sortait du banc et qui n'a pas vu la rondelle. Lawless, un tir, mais partiellement raté. Retour à Samuelson. Le tir de Samuelson et Lawless qui a tenté de faire dévier, mais à droite du filet. Et voilà Nyland. Nyland. La passe, mais en plein sur le hockey de Everson. Everson qui remet tout de suite dans le territoire des Canadiens. Rondelle reprise par Robinson. Robinson à Carbonneau. Carbonneau à Robinson. Un tir dans le territoire des Whalers. Les Canadiens qui sont en difficulté en ce moment. Dégagement des Whalers qui ne leur sera pas refusé. Hayward laisse la rondelle pour Svoboda. Svoboda à Carbonneau qui fait dévier, mais jusqu'à Tippett. Tippett à Gavin, devant Svoboda, derrière à Jarvis. Jarvis arrêté par Robinson. La rondelle libre reprise par Carbonneau. Carbonneau harcelé par Tippett. Sa passe est reçue par Kleinendorf qui remet tout de suite dans la zone des Canadiens avec 10 minutes 55 à faire en 3e période. C'est Hartford 7, Canadien 5. Voilà Dave Mealy. Mealy devant Kleinendorf. N'a pas réussi à tirer au but. Il était contré par le man Kleinendorf. Et c'est Jarvis qui remet à Tippett. Un tir derrière le filet des Canadiens. La rondelle est reprise par Chris Chelios. Chelios pour Snowden, c'est intercepté par Deneen.
Deneen à Francis, la passe à Anderson et la rondelle qui a touché le poteau. Et les Canadiens qui s'en tirent à bon compte après ce bel échange des Whalers. Il y a des échanges à 3. C'est un excellent trio, Gilles, que celui de Deneen, Francis et Anderson. 3 joueurs qui se complètent très très bien. Anderson maintenant arrêté par Chelios et Smith qui revient derrière son filet. Il reste 10 minutes 2 secondes. Affaire en troisième, Bobby Smith devant Kenville. Kenville qui l'arrête, qui perd son casque protecteur. Une rondelle qui va à Green. Green qui remet à Lemieux. Lemieux. Il tente une passe devant le filet, mais c'est intercepté par Ferraro qui remet rapidement à Anderson et tout de suite un dégagement jusque dans la zone des Canadiens. Là, c'est Green, on prise avec Miller. Green tente une passe avec le patin. La rondelle lui reste. Il la remet à Smith. Ça passe à toucher Tippett. La rondelle qui a ricoché jusqu'à Neslund. Neslund par la bande. C'est Samuelson qui va cueillir la rondelle, mais plaqué par Smith. Là, c'est Lemieux aux prises avec Jarvis. Un tir qui se rend jusqu'à Liut qui fait l'arrêt. Et sortie de Tippett avec Jarvis et Gavin. Tippett par la bande, c'est un jeu, cette passe par la bande qui pratique de façon régulière les Whalers de Hartford. Voilà Gavin, mais il n'a pu capter convenablement cette passe de Jarvis. Ça, c'est Tippett. La rondelle qui va toucher l'extérieur du filet. Gavin qui fait une chute et solide plaquage de Samuelson contre Ryan Walter. Gavin évite le plaquage de Gingras. On bataille dans le coin gauche. Les Whalers qui sont tenaces, hargneux même. Avec 8 minutes 35 à faire en troisième. C'est Hartford 7, Canadien 5. Oh, Gingras qui subit le plaquage solide de McDermott. Et c'est Lemieux qui va tenter de sortir de sa zone. Voilà la passe à Green. Green qui remet à Lemieux. Lemieux devant Merzun. Arrêté par Merzun qui lui fait faire une chute. Et là, c'est le plaquage solide de Walter contre Dana Merzun. Et le lob, ça devient un dégagement. Ça deviendra peut-être une passe à McDermott. McDermott qui remet derrière à Iverson. Iverson, une passe devant. Et on n'a pas accordé un tir à Lawless qui a été mis en échec au même moment. Eh bien, on n'y va pas avec le dos de la cuillère en ce moment, M. Tremblay. Non. C'est un vrai match de série éliminatoire qu'on voit là. Un tir de Babbage et Hayward qui va intercepter derrière son filet. Laisse la rondelle pour Robinson. Il reste 7 minutes 42 à faire en troisième. C'est toujours Hartford 7, Canadien 5. Momesso s'approche du filet. Le tir et l'arrêt de Liut qui fait dévier à sa droite. C'est repris par Kevin Deneen. 2 buts, une passe en troisième période pour Deneen. Par la bande pour Anderson. Anderson à Francis. La rondelle était sautillante. C'est Robinson qui l'a empêché de la compléter. Voilà. Kleinendorf qui remet à Francis. Plaqué par Carbonneau. Francis arrêté maintenant par Robinson. Et les Canadiens qui sortent de leur territoire après maintes difficultés. Une passe trop longue de Svoboda à Richer qui est retourné au banc de toute façon pour permettre des changements. C'est Smith qui est sur la patinoire en compagnie de Corson et de Chris Nyland. Chelios à Nyland. Nyland derrière à Smith. Un tir qui rate le filet. Retour de l'autre côté à Dave Babbage. Babbage. Son tir intercepté par Hayward. Chelios qui tente de remettre à Ludwig, mais la rondelle a touché Jarvis. Cette fois-ci, c'est Nyland. La passe à Corson. Corson qui remet à Smith. À Corson, un tir. L'arrêt de Liut qui garde la rondelle dans son gant. Avec 6 minutes 32 à faire en troisième. J'y ai dit, aujourd'hui, mon gars, quand on pense essence, on pense autrement. Ce qu'il te faut, c'est une essence qui nettoie. Pourquoi? C'est pas sorcier. C'est les injecteurs et les carburateurs. Ça s'encrasse. Les nouvelles essences, pas de problème. Esso nettoie pendant que ta voiture est en marche. Et Esso les offre à toutes ses pompes. Merci, Père. Pas de problème, mon gars. Une chance, comme je l'ai dit. En plus d'avoir réussi 4 buts, on surveillait ce 3 contre 1 avec seul Ludwig. La feinte de Francis de lancer. Et voilà le rondelle qui est mis toucher le poteau à la gauche de Brian Hayward. Il y a beaucoup de buts, M. Tremblay, dans la Ligue nationale ce soir. Philadelphie qui a remporté une victoire de 6-5 contre les Islanders.
a souligné les 3 buts de Mike Bossy. Il en a maintenant 18. Là, c'est mêlé, plaqué par Merson. Rondelle reprise par Samuelson. Dégagement jusqu'à l'autre bout avec 6 minutes 15 à faire en 3e. « 18 buts, on y reviendra pour Bossy. La soirée du hockey se poursuit dans un instant. Mazda va plus loin que tous ses concurrents pour prouver la qualité de ses voitures. Eh bien, voici M. Brian O'Neill, le vice-président de la Ligue nationale, qui devrait rendre une décision au sujet de ce qui s'est passé à Boston il y a déjà une semaine et demie. On parle surtout de suspension supplémentaire, Gilles, pour Chris Nilan et Jay Miller. Enfin, on verra bien. Il y a eu également la rencontre avec Dave Mealy. On sait qu'il a été frappé par un joueur des Blues, habillé en civil. Oui, on ne sait pas très bien de qui il s'agit. Il y en a plusieurs qui croient que c'est Louis Slager. Il y en a d'autres qui ont parlé de Craig Niehaus aussi. Oui. Samuelson poursuivi par Skrudlin. 5 minutes 40 à faire en 3e. L'écart est de 2 buts en faveur des Whalers. Voilà Chelios qui remet à Skrudlin. Skrudlin par la bande pour Mealy en compagnie de McPhee. Mealy pour McPhee. Oh, la rondelle était un peu haute et McPhee qui n'a pu décocher un tir. Skrudlin qui reprend. Skrudlin aux prises avec Samuelson. Mealy également est là. Samuelson. Il passe par la bande, mais le disque lui est revenu. Il le remet à Lawless. Lawless un lob. Une arme très efficace, le lob, quand on est en difficulté dans son territoire. Là, c'est Gaston Gingras, à toute vapeur, qui s'amène dans le territoire des Whalers de tir. Il rate le point droit. Retour à Walter. Walter, une passe pour Neslund, mais c'est Merson qui a reçu la rondelle. La remet à Anderson. Anderson pour Ron Francis. Et Francis qui perd à Rick Green. Derrière à Gingras. Gingras pour Green. Green qui a laissé la rondelle à Gingras. Walter qui remet à Bobby Smith. Un tir de Smith qui se rend faiblement jusqu'à Liout. Liout qui tente lui-même le dégagement. C'est Smith qui reprend. Smith qui subit le plaquage de Dave Babbage. Et le dégagement de Babbage jusqu'à la ligne bleue du Canadien. Et Green qui se fait plaquer par John Anderson, toujours en possession de la rondelle, remet à Walter. Walter, lui, est plaqué par Kleinendorf. Et c'est Deneen, certainement une des vedettes. Un tir, et l'arrêt de Hayward. Et c'est Walter qui remet rapidement à Neslund. Neslund en compagnie de Smith laisse la rondelle pour Smith. Et Smith qui perd à Deneen. Deneen devant Svoboda, un tir à la droite du filet de Brian Hayward. Il ne reste que 3 minutes 55 à faire en 3e. C'est Hartford 7, le Canadien 5. Peter Svoboda maintenant aux prises avec Sylvain Côté. Svoboda mais hors jeu. Avec 3 minutes 48, c'est 7-5 Hartford en direct du Forum de Montréal. C'est la soirée du hockey. Ciel s'y connaît en grosse besogne pour un rendement maximal de votre système de refroidissement. Une suspension nerveuse et éprouvée. Un système hydraulique puissant et efficace. Ressort Désiel a de la fibre. On vous garantit un alignement franc. Un service qui opère. Des freins excitables. En soudure, Ressort Désiel, c'est du solide. Ressort Désiel, 70 ans de confiance, de fiabilité et de service. Les Whalers a été bafoué en 2e, en 1e et en 3e. Travail impeccable. Les défenseurs difficiles à contourner. En aucun temps par la clôture, on a pu le faire en 1e et en 3e. Des défenseurs costauds, lourds physiquement, mais qui ne font pas de quartier. Et Svoboda, son tir a touché McDermott. Là, c'est Carbonneau, il y a Corson, il y a 3 joueurs des Canadiens dans le même coin. Nilan derrière le filet. Nilan une passe, la rondelle se rend jusqu'à Svoboda, qui a tenté de remettre à Carbonneau, mais c'était beaucoup trop loin. Corson maintenant, aux prises avec Everson, c'est Nilan, une passe devant, c'est Robinson. Robinson qui tente une autre passe, mais il y a un joueur des Whalers qui a réussi à étendre son hockey et à empêcher que la passe ne se complète. Voilà Paul Lawless devant Peter Svoboda.
laisse la rondelle dans la zone des Canadiens. On fait des changements chez les Whalers. Il reste 2 minutes 57 à faire en troisième. Là, c'est Larry Robinson. La feinte remet à Carbonneau. Le tir de Carbonneau est arrêté par Merson et tout de suite le dégagement. On ne prend aucun risque avec raison, d'ailleurs, chez les Whalers. Et là, c'est le mieux qui doit attendre la sortie de Corson. Corson qui retourne au banc des joueurs. Le mieux plaqué par Deneen. Un tir derrière le filet des Whalers. Là, c'est Samuelson. Dégagement arrêté par Chelios. Chelios aux prises avec Merson et perd finalement à Francis. Et tout de suite, encore une fois, comme le font si bien les Whalers depuis quelques minutes, le dégagement jusqu'à l'autre bout. L'autre le mieux. La passe à Richer. Richer derrière à Chelios, mais en zone neutre. Donc, on devra attendre que Richer sorte du territoire des Whalers. Et c'est le tir de Ludwig, la rondelle qui a touché un joueur. Et là, Merson, qui a raté son dégagement, se reprend par la suite. Et c'est Francis en compagnie de Gavin. Francis qui remet à Gavin. Le tir de Gavin, hors cible. Retour à le mieux derrière à Ludwig. Et Ludwig, sa passe n'a pas été complétée par Momesso. Il reste 1 minute 45 à faire en troisième période. Excellente troisième période pour les Whalers. Et comme le soulignait Gilles, quelle belle performance de leurs défenseurs. Et de leur défensive en général. Il faut dire que Tippett et Jarvis ne donnent pas leur place. Ils sont vraiment les spécialistes, tout comme le sont Carbonneau et Gainey, et comme l'étaient Luce et Ramsey à Buffalo à l'époque. Enfin, il y a eu certaines combinaisons là, comme ça qui au cours de l'histoire de la Ligue nationale. Voilà Gingras, le tir, mais il n'était pas à son aise, il était contré au même moment par Gavin. 1 minute 10 secondes à faire en troisième. Green. À Neslund, une autre passe, mais derrière Gingras. Gingras, sa passe est interceptée par Iveson. Oh, et là, il y a Hayward qui est sorti complètement de son filet et qui s'est présenté juste à la dernière minute pour empêcher les Whalers de marquer. Les Whalers qui continuent à bourdonner dans le territoire des Canadiens. Voilà Iveson. Iveson pour McDermott, plaqué par Bobby Smith. Gingras qui intervient. Dégagement jusqu'au centre. Il ne reste que 40 secondes. Les Whalers mènent 7 à 5. Samuelson qui remet à McDermott un tir qui se range jusqu'à Hayward. Et les Whalers qui ne donnent pas de chance à Brian Hayward de retourner au banc des joueurs pour permettre un 6e attaquant. 28 secondes, un tir de Gingras. Et c'est Liotte qui doit sortir de son filet au moment où il voit Nyland se présenter devant lui. Dégagement jusqu'au centre de la patinoire. Gingras qui fait dévier jusqu'à Nyland, mais hors jeu avec 19 secondes à faire en troisième période. La soirée du hockey se poursuit dans un instant. Les résidences L'Ermitage au centre-ville de Drummondville, c'est un nouveau complexe domiciliaire pour personnes retraitées, avec service de repas et de buanderie. Sécuritaire, à l'épreuve du feu et spécialement insonorisé, L'Ermitage, c'est aussi un mode de vie digne de vous. Pour une retraite privilégiée, choisissez L'Ermitage au 540 rue Brouillard à Drummondville, voisin du Carrefour Saint-Jean. Avec 19 secondes seulement à faire, Carbonneau derrière à Robinson, mais c'est perdu, c'est Anderson. Le tir, l'arrêt de Hayward qui remet à sa gauche. Rondelle reprise par Carbonneau, il ne reste que 8 secondes. Carbonneau arrêté par Deneen qui a joué un excellent match, un très fort match, comme il le fait toujours, on le disait tout à l'heure, contre les Canadiens. Le tir de Corson et c'est la fin. Les Whalers qui vengent l'échec qu'ils avaient subi chez eux il y a une dizaine de jours, échec de 4-1 qui remporte une victoire bien méritée de 7-5. Il faut surtout leur rendre hommage pour ce retour qu'ils ont fait tout de suite au début de la troisième période alors qu'ils avaient été complètement dominés en fin de deuxième. Une remontée spectaculaire. Lorsqu'ils ont perdu Robertson, blessé sérieusement en fin de deuxième, eh bien c'est sans doute un point qui a stimulé l'équipe pour pouvoir remporter le match pour Torrey Robertson. Voici le tout nouveau moteur 6 cylindres 4 litres de Jeep à injection électronique séquentielle multipoint. Il développe 173 chevaux et 220 livres-pieds de couple. Mais ce qui compte surtout, c'est que si vous placez ce nouveau moteur dans un Jeep Cherokee ou un Jeep Comanche, il en sortira plus de puissance et plus de vitesse que l'on n'a jamais vu dans un véhicule de ce type. Rappelez-vous bien que Jeep est le premier à vous l'offrir. Eh
bien, Monsieur Tremblay, ça se corse dans la division A9, on pourra en parler. Allons maintenant au choix des 3 étoiles. Tel que choisi par M. Yvon Penneau du Journal de Montréal. Ladies and gentlemen, here are tonight's Molson's 3 stars, as selected by Mr. Yvon Penneau from le Journal de Montréal. La première étoile, the first star, Kevin Deneen. La deuxième étoile, the second star, Dave Babbage. Et la troisième étoile, the third star, Chris Chelios. La soirée du hockey se poursuit dans un moment. Tu sais ce que tu veux et tu choisis. Si un jeu, tu veux une bière qui va te plaire. Ouais, tu l'as trouvé, ta bière. C'est garanti pour moi. Pour ne pas, car ce qui croit, pour ne pas y aller garanti. C'est fait pour toi, garanti. C'est fait pour toi. Il commence à neiger fort. Vous feriez mieux de rentrer à la maison, Sylvain et toi. Qu'est-ce qui t'inquiète, papa? Avec ta vieille auto, tu devrais pas être sur la route par un temps pareil. Mais j'ai des Michelin. Des Michelin. Ça n'empêche pas la neige de tomber et les routes de glacer. Non, mais avec mes Michelin, je me sens vraiment en sécurité, même sur une route de campagne enneigée. Et tu sais, après tout, ils ne sont pas si chers. Michelin, parce que les pneus, c'est important. Alors, appelons les 3 étoiles Molson, Kevin Deneen, Dave Babbage et Chris Chelios. Guy, est-ce que tu as déjà connu des matchs semblables? Oui, des fois ça arrive, c'est déjà arrivé durant ma carrière, mais je pense qu'il y a un excès de confiance, la façon que le Canadien a dominé la deuxième période. Je pense qu'on ne répétera jamais assez les débuts de période, les fins de période, comment est-ce que c'est important. On a donné 2 buts en espace de 34 secondes, qui a donné de la vie au Willard Hartford. Puis un ami Deneen, je pense, qui a connu une très forte troisième période, puis qui a fait beaucoup mal aux Canadiens ce soir. On voit un premier but, une mauvaise échange derrière le net entre Swoboda et Robinson. Le pas qui va en avant, qui est Deneen qui prend un lancer, qui ne donne aucune chance à Hayward, le 10, je crois, qui a dévié sur un patin d'un défenseur. Ici encore, on voit, je pense que le Canadien s'est fait prendre sur un mauvais changement de ligne. Ici, on s'échappe à 2 contre 1. On voit le défenseur qui essaie de revenir dans le jeu. Puis déjà, on voit ici que le gardien de Beerworth s'est jeté à terre, puis un très bon lancer de Deneen qui a semé du même coup le Canadien avec une avance de 2 buts. Ici, le Willard Hartford ont joué un très bon match jusqu'à la fin pour garder cette avance. Le Canadien qui devra se relever de cette défaite, j'ai l'impression que Jean Perron a du pain sur la planche demain. Ah, définitivement, je veux dire, mais il ne faut pas qu'ils se laissent abattre, je veux dire, parce que c'est une 4e défaite. Je pense qu'ils ont l'expérience que l'an passé, ils ont connu ça, ils ont eu 10 défaites, puis on sait ce qui est arrivé après. Ils avaient remporté la Coupe Stanley. Donc, c'est sûr qu'il va falloir qu'ils travaillent. Puis je pense que le meilleur exemple que Jean Perron peut le montrer, c'est regarder la vidéo de la façon qu'ils ont joué la deuxième période. Si l'enfoi, disons qu'ils jouent de cette façon-là, définitivement ils vont bien s'en tirer. Est-ce que la blessure à Robertson a pu changer un peu ce qui s'est passé dans le vestiaire des Whalers? Non, je crois pas. Je veux dire, les Whalers, je pense que c'est une jeune équipe. Ils ont démontré beaucoup de caractère l'an passé durant les séries avec Montréal. On sait que ça a pris un 7e match pour déterminer le gagnant. Mais je pense que les Hartford, je veux dire, c'est ceux qui ont eu certainement un bon entretien avec leur instructeur après la deuxième période. Puis ils ont fait la même chose que le Canadien avait fait après la première. Ils sont venus très forts. Puis, comme je l'ai mentionné, un gars comme Deneen, qui est un très fort compétiteur, qui a beaucoup fait mal aux Canadiens ce soir. Guy Lapointe, merci beaucoup, oui, de ta visite, et à bientôt. La soirée du hockey à Radio-Canada se poursuit dans quelques instants. Quoi? 3,9. 3,9 quoi? 3,9%. 3,9% quoi? Pour un temps limité, Chrysler offre 3,9% de financement sur 24 mois. Hein? Sur les Dodge Ariès et Plymouth Reliant 86 et 87. Hein? Et aussi 3,9% sur les camions Dodge Dakota 87, Ram 50, pick-up léger. Et sur les wagonnettes et fourgonnettes Ram 86, 87. Hein? 3,9%? Oui, chez Chrysler, notre seule ambition, c'est d'être les meilleurs. Dis ça à ton voisin.
200 fois à la minute. Quelqu'un, quelque part, choisit les essences pas de problème Esso. Pas de problème. Parce qu'elle nettoie pendant que vous roulez. Comparez des caméras vidéo et vous verrez pourquoi le VHS compact Zénith, un poids léger avec mise au point automatique, l'emporte haut la main. La qualité Zénith. L'écran parfaitement carré de Zénith vous procure une pleine image d'un côté à l'autre de l'écran et d'un coin à l'autre. Les résultats sont tout simplement emballants. La qualité Zénith. 3 buts des Whalers en première, Francis Eberson et Ferrahu pour le Canadien Bobby Smith. Les tirs au but 10-7. En deuxième, la réplique des Canadiens, Chilios avec 2 buts, Green et Corson. 15-6 les tirs au but au deuxième 20. Et en troisième période, 4 buts sans riposte, Duneen, Lawless, Anderson et Duneen à nouveau. 12-5 les tirs au but. Dans les autres matchs, terminés, victoire des Nordiques 4-3 contre Washington, Rangers et Pittsburgh, c'est l'égalité 5-5. Et match terminé également, Boston l'emporte 6-2 contre Buffalo. Philadelphie l'emporte sur les Islanders de justesse 6-5 en troisième, c'est Détroit 3, Saint-Louis 2. Et en troisième également, Chicago 4 et Calgary 5. En troisième, Toronto. C'est maintenant 5-1 contre pour Minnesota. Ensuite, en troisième, Winnipeg 5, Vancouver 3. Et en fin de soirée, New Jersey qui joue contre Los Angeles. Prochain rendez-vous à 19h30, samedi prochain, alors que le Canadien affronte les Capitals de Washington. D'ailleurs, c'est l'équipe qui visite le Canadien lundi soir au Forum. Ne manquez pas le reportage de la Coupe Grey demain à l'antenne de Radio-Canada. Marque finale ce soir, Hartford 7, Canadien 5. Bonsoir à tous, portez-vous bien. La soirée du hockey vous a été présentée par Molson qui célèbre cette année son bicentenaire. Merci pour ces 200 merveilleuses années. Et par les pétroles Esso Canada qui vous offrent les essences pas de problème à toutes les pompes. Ici Radio-Canada. Petite affaire, grosse affaire, papa, maman et même affaire d'enfant. C'est le temps des fêtes, venez vous renseigner chez Computerland. Irwin Magnetics, des systèmes de réserve éprouvés. La série 400, c'est 40 mégaoctets de mémoire de réserve. Confiez vos données importantes à Irwin et protégez-les mieux du vol. Pour les fêtes, venez vous renseigner chez Computerland. Cannelle, pousse-toi à gauche. Bruno, lève la tête. Comme ça, passe partout. C'est pourquoi la photo? C'est pour faire des figurines, voyons. Attention. Provigo présente la ravissante maison de Cannelle et Pruneau. Elle se déploie comme par magie et vos enfants peuvent y jouer avec les figurines de passe-partout qui sont de retour chez Provigo. Quel beau cadeau à offrir à vos petits. La maison et les figurines sont offertes en exclusivité chez Provigo. C'est vrai, t'as encore bougé. Les suggestions cadeaux de JGL Audio TV. Voyez la caméra vidéo Philips Magnavox, une merveille de technologie. Et les magnétoscopes offerts avec des rabais allant jusqu'à 300 $.
Admirez la perfection des meubles et moniteurs Philips Magnavox, fruit de la technologie la plus avancée. Procurez-vous un four micro-ondes Philips Magnavox. JGL Audio TV et Philips Magnavox, une équipe gagnante à Drummondville. Ce crime peut être évité grâce à la barrure Easy Lock, une façon efficace et peu coûteuse de protéger votre demeure. Enlevez simplement le ruban de l'adhésif et collez. Nul besoin d'outils. Très résistant puisque la force appliquée sur le triangle est transférée contre la vitre. Vous pouvez aussi utiliser Easy Lock pour aérer votre maison en toute sécurité avec une plaquette supplémentaire. Facile de rangement et s'adapte à toutes portes et fenêtres coulissantes. Procurez-vous Easy Lock chez les marchands suivants. Du lundi au vendredi, en direct. Ne manquez pas le bulletin de 18h30. Ottawa, le leadership de John Turner s'est acquis. Place maintenant à la réconciliation. Loi 101, Bourassa lance l'idée des districts bilingues, mais l'opposition grossit. Vancouver, à peine remise d'Expo 86, vit à l'heure de la Coupe Grey. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Bernard de Rome à Ottawa, la salle des congrès. Cette salle qui est déserte à cette heure-ci n'empêche que demain, il est évident sans aucun doute que les libéraux du Canada vont reconfirmer leur chef John Turner dans ses fonctions avec un pourcentage fort probablement plus élevé qu'on aurait pu le croire encore il y a 2 jours. Et ce qui aujourd'hui a également contribué à redonner le moral, comme on dit, à John Turner, c'est la facilité finalement avec laquelle les délégués ont adopté la résolution, reconnaissant dans la Constitution canadienne le caractère distinct du Québec. M. Turner avait mis sa tête là-dessus. Sans compter les propos qu'il a tenus aux militants midi, des propos que les libéraux voulaient entendre, dans la plus pure tradition du libéralisme de Laurier à Trudeau. Ce soir, dans le clan Turner, on est confiant, on est tellement confiant qu'on prépare déjà la réconciliation auprès des révisionnistes pour après la proclamation du vote de demain après-midi. Pour l'instant, Daniel Lheureux et Jean-Michel Leprince résument la journée. John Turner savait que le discours qu'il allait livrer était important parce qu'il précédait le vote sur la remise en question de son leadership. Il ne l'a pas raté. Il a attaqué bien sûr les conservateurs, il a glissé un peu à gauche pour reprendre les thèmes traditionnellement libéraux, en mettant l'accent sur le social, sur la place du Québec aussi, et sur le renouveau du parti qu'il a lui-même conduit dans des temps difficiles. Il n'a pas oublié les anciens en évoquant Pierre Trudeau, c'est là que l'appui de ses troupes s'est le plus manifesté, et aussi quand il a dit aux contestataires « Fini la nostalgie, on ne remonte pas le temps ». Je marche la tête haute. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble et je ne le regrette rien. Ses partisans ont bien sûr aimé le discours. Ses adversaires, les révisionnistes, ne l'ont pas détesté non plus. Il y a une chose qu'il a oubliée, ce que les Canadiens désirent, un changement au leadership. C'est un bon discours, ça démontre que le parti a la capacité de bien orchestrer un discours, ça démontre que lorsque la seule personne à donner un discours est John Turner, qu'il sait faire le meilleur discours. À nouveau, les pro-Turner étaient omniprésents, dans la grande salle comme à l'entrée du bureau de vote. John Turner y est allé bien entouré, et il a voté. Au scrutin, bien des délégués avaient du mal à s'y retrouver. Il fallait voter pour ou contre un congrès au leadership dans l'année, si bien que si on était pro-Turner, il fallait voter contre. Les révisionnistes se sont assurés que Jean Chrétien mette sa croix au bon endroit. Comme hier, la bousculade a été sévère, parfois violente, dès que Jean Chrétien est apparu. Et comme hier, son arrivée était le seul moment d'encouragement des révisionnistes. Ils sont restés discrets, forcés par la grosse machine pro-Turner du parti. Alors, pour convertir les délégués, ils ont pris d'autres méthodes. Je ne voudrais pas que ça laisse des traces après. Et c'est du bouche à oreille, puis c'est par le biais de convictions et de bons arguments qu'on essaie de les amener sur notre bord. Les révisionnistes placent la barre de la confiance pour John Turner à 70% du vote. Et les pro-Turner, eux, croient la victoire acquise et confortable. On parle déjà de ralliement derrière le chef après le vote, et pas seulement dans le clan Turner. Jean-Michel Leprince, à Ottawa. I declare the resolution carried. Pour les libéraux fédéraux du Québec, le moment était presque historique. Ils venaient de faire accepter aux libéraux du reste du Canada l'idée de reconnaître dans la Constitution le caractère distinct du Québec et d'adopter la formule d'amendement de Victoria
c'est-à-dire un droit de veto pour chacune des grandes régions du pays, dont le Québec. Les libéraux québécois avaient pris toutes leurs précautions. Raymond Garneau avait rappelé l'engagement référendaire de Pierre Trudeau. Un non à l'indépendance, avons-nous dit, en 1980, signifie un oui pour le changement constitutionnel. Des ténors de l'Ancien Régime ont aussi parlé en faveur de la résolution, mais du côté anglophone, il y a eu des résistances à reconnaître le caractère distinct du Québec. I want a Canada from coast to coast. It's a bad resolution because it creates second-class citizens in this country. I'm specifically referring to Section E, the Victoria Amending Formula. Il a fallu que des anglophones comme Robert Kaplan et surtout Lloyd Axworthy lancent un appel à la générosité du Canada anglais pour faire pencher la balance en faveur de la résolution québécoise. I appeal to all delegates in this room in the sense of generosity and tolerance. La résolution a finalement été adoptée au grand plaisir de Raymond Garneau, qui s'était engagé à récupérer le droit de veto du Québec. Ça permet maintenant, M. Mulroney, s'il le veut, de franchir une étape et on pourrait même l'aider à le franchir dans la mesure où il suit l'orientation que nous avons adoptée aujourd'hui. Les libéraux ont aussi adopté une résolution prônant que les membres du Sénat soient dorénavant élus plutôt que nommés. Ils se sont prononcés en faveur des négociations sur le libre-échange à certaines conditions et, non sans débat, en sont arrivés à se mettre d'accord contre les essais des missiles de croisière au Canada. De toutes ces résolutions, c'est celle sur le Québec qui était la plus importante pour John Turner. Le chef libéral avait, pour ainsi dire, engagé son autorité sur cette question. Et l'appui quasi unanime qu'a reçu la résolution québécoise a été interprété par plusieurs comme une indication de ce que sera demain le résultat du vote sur le leadership de John Turner. Daniel Lheureux, à Ottawa. Bien, bonsoir Daniel Lessard. Bonsoir. Alors, sans jouer au plus fin, là, il est assez évident que c'est dans le sac maintenant pour ce qui est du leadership de John Turner. Écoutez, Bernard, ça reste un vote secret. On n'est jamais complètement à l'abri d'une surprise, mais il y a ce soir des gens, des grands médias d'information, en tout cas, qui parlent de déroute des révisionnistes. Mais les gens de John Turner ne tiennent rien pour acquis. La plupart de leurs partisans ont voté, en tout cas. Il y a jusqu'à maintenant 88,6% des délégués qui ont déjà voté. Il reste à peine quelques centaines de délégués qui n'ont pas encore voté, qui le feront demain matin. C'est donc dire qu'on voulait se mettre à l'abri des pressions qui pourraient survenir au cours de la soirée ou de la nuit. Ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux. Exactement. Bien. Alors, ce qui fait qu'à partir de maintenant, l'objectif, le défi de John Turner, c'est de faire en sorte qu'après la proclamation du résultat demain, le Parti libéral soit un parti uni dans la mesure du possible. Exactement. Et on nous a dit cet après-midi, Bernard, que John Turner ne va pas préparer un discours au cas où ça aille mal ou un autre au cas où ça aille très bien. Il n'y a qu'un seul discours de presse, c'est un discours il va faire appel à la réconciliation du parti. Il y a déjà des tractations qui se font par le biais du sénateur Pietro Rizzuto, Bernard, auprès de Marc Lalonde, entre autres, pour faire en sorte que les principaux révisionnistes se rallient. Ça comprend Jacques Corriveau. Reste le cas de Jean Chrétien. C'est un peu plus compliqué parce que Jean Chrétien n'a jamais dit ouvertement qu'il voulait une révision du leadership, donc n'aurait pas nécessairement à se rallier officiellement. Bon, tantôt, ça a été dit, mais il faut quand même mentionner cette résolution extrêmement importante qui a été adoptée en assemblée plénière par les délégués. Cette résolution, finalement, qui fait que les libéraux redonnent plus ou moins le droit de veto au Québec en matière constitutionnelle. Au Québec et à toutes les régions du pays, finalement, le Québec, l'Ontario, la région de l'Atlantique et la région de l'Ouest, c'est ce que le premier ministre de l'époque, Pierre Trudeau, avait proposé à Victoria, que M. Robert Bourassa avait rejeté pour les raisons dont vous vous souvenez. Bien, alors, c'est tout pour l'instant. Je vous rappelle que demain, à compter de 13h, heure de l'Est, Radio-Canada vous présentera en direct la proclamation de ce résultat du vote sur le leadership de John Turner. Nous allons retourner à Montréal, à Jean Duchamp, pour la suite des informations. Jean? Merci, Bernard. Le premier ministre Bourassa étendrait la portée de la loi 101 pour créer des districts bilingues, là où la population est majoritairement anglophone. La loi autorise déjà l'affichage administratif bilingue pour les organismes municipaux et le gouvernement libéral pourrait l'étendre à l'affichage commercial. Le premier ministre, qui accordait une entrevue à la presse canadienne, ne craint pas que de tels districts puissent créer deux classes de citoyens. À Montréal, le mouvement des citoyens et citoyennes pour un Québec français tenait aujourd'hui son congrès de fondation. Et comme le rapporte Ghislaine Bouffard, le mouvement profitera de la relance du débat sur la loi 101 pour défendre sa cause. L'Association Citoyens et Citoyennes pour un Québec français a été créée en mai dernier par un groupe de personnes inquiètes de l'avenir de la protection du français au Québec.
Aujourd'hui, les membres se sont réunis pour adopter le programme de l'organisme et élire un conseil d'administration. Le mouvement est encore restreint. Il compte 400 membres et seulement une centaine sont venus assister au congrès de fondation. Mais leur présence montre bien l'inquiétude qui a refait surface depuis près d'1 an. Depuis l'élection du gouvernement Bourassa, on a commencé à agir de part et d'autre contrairement à la loi. La loi 101, c'est la loi qui s'applique sur le territoire du Québec. Vous avez donc à ce moment-là une situation juridique dangereuse. Le débat actuel sur la loi 101 apporte d'ailleurs de l'eau au moulin. Et il va sans dire que le mouvement s'oppose à l'affichage bilingue. Nous voulons pour Montréal un visage résolument français, entièrement français. Nous nous opposons à toute bilinguisation de l'affichage au Québec, en particulier à Montréal. L'association réclame non seulement un retour à la loi 101 originale, mais une loi 101 renforcée. Ghislaine Bouffard, à Montréal. Le chanteur québécois Yolande Guérard, qui est maintenant attaché culturel du Canada à Paris, a reçu aujourd'hui l'Ordre des Arts et des Lettres de France. C'est le consul général de France à Montréal, Jean Mazéo, qui lui a remis la croix de chevalier des Arts et des Lettres pour souligner sa contribution à la culture française. Personnalité vedette du cinéma et de la télévision, Yolande Guérard a été nommé il y a quelques mois directeur du Centre culturel canadien à Paris. À Montréal, après 12 jours de délibération, le jury au procès des Hells Angels a déclaré être incapable d'en arriver à un verdict unanime. Le juge Jean-Guy Boilard a demandé au jury de fournir un ultime effort et de revenir demain. Le juge de la Cour supérieure a rappelé au jury que s'il y avait désaccord, il faudrait tenir un nouveau procès avec de nouveaux jurés, un processus long et coûteux. Deuxième journée du congrès d'orientation des 3000 délégués des caisses populaires et d'économie Desjardins à Montréal. Des premiers ateliers, il ressort que les caisses veulent se rapprocher de leur milieu et rendre plus dynamiques leurs assemblées annuelles qui sont au cœur même de la coopération. Michel Morin explique. C'était cette semaine dans une assemblée de caisses populaires de l'Est de Montréal. Même s'il y avait des prix de présence, il n'y avait pas de micro pour les sociétaires qui avaient du mal à se faire entendre. Le gérant et le président de la caisse avaient beau jeu, ils avaient un micro, pour ne pas dire le plancher. C'est ce genre d'exemple que les délégués du mouvement Desjardins veulent bannir. Ils veulent que leurs assemblées annuelles, qui sont fréquentées par moins de 4% des 4 millions de membres, redeviennent des assemblées d'orientation du mouvement et que ce faisant, elles fassent une place plus large aux besoins de crédit des jeunes entrepreneurs ou des femmes seules, pour ne nommer que ces deux exemples. Il faudrait qu'à l'intérieur des conseils d'administration, qu'on ait des gens, justement, à l'intérieur des commissions de crédit, qui soient préoccupés par la situation, ces situations nouvelles, et puis dire, bien, il faut donner de la chance aux coureurs. Avec des caisses de plus en plus rentables, le mouvement Desjardins risque maintenant de grandir encore plus vite. Dans 5 ans, on pense à 50 milliards d'actifs. On parle d'expansion aux États-Unis. Enfin, c'est l'avenir qui dira si ce sont les membres de la base qui diront au mouvement où aller. Un reportage de Michel Morin. Sur la scène internationale, maintenant, en Afrique du Sud, l'état d'urgence est renforcé. Désormais, ce n'est plus un magistrat, mais bien la police qui pourra interdire toute réunion en lieu couvert. Cette décision permettra de renforcer la pression policière sur les militants noirs. Ainsi, aujourd'hui, à Krugersdorp, une manifestation d'extrême droite a réuni quelques 3000 afrikaners. Ils se sont engagés à lutter pour la création d'une république bourre réservée uniquement aux Blancs. Les militants du mouvement de résistance afrikaner commémoraient également la reprise du contrôle afrikaner sur le Transvaal, le Natal et l'État libre d'Orange, survenu le 13 décembre 1880. Les Britanniques avaient auparavant colonisé pendant 4 ans ces républiques. Cette manifestation survient au lendemain d'un accord dans la province du Natal pour un parlement multiracial fondé sur le principe « un homme, un vote ». Le pape Jean-Paul II a pris la défense des aborigènes aujourd'hui en Australie. Il a accusé les Blancs de discrimination et de racisme à l'endroit de ce peuple qui est parmi les plus anciens de la Terre, mais aussi parmi les plus déshérités. Par la virulence de ses propos, le chef de l'Église a même agréablement surpris les militants aborigènes. Le pape a joint sa voix à ce peuple qui réclame des accords équitables.
car en ce moment, les éleveurs et les compagnies minières australiennes demandent l'abrogation du versement des droits territoriaux aux indigènes. Jean-Paul II a enfin demandé aux aborigènes de veiller à leur dignité. Il faisait allusion aux ravages occasionnés par la drogue et l'alcool. Le volcan du mont Kilauea continue de faire des siennes dans le sud de l'île d'Hawaï et aujourd'hui, il a fait mentir l'une des plus anciennes légendes polynésiennes. En effet, pour la première fois depuis 1969, la lave a atteint la mer. Selon la légende, cela aurait dû mettre fin aux éruptions volcaniques. Or, aujourd'hui, la lave continue de s'échapper du volcan. Ce qui n'est pas sans causer de fâcheux problèmes aux résidents, la lave a notamment bloqué plusieurs autoroutes de l'île et devrait être enlevée à l'aide de bulldozers. À Radio-Canada, les deux syndicats de techniciens des réseaux français et anglais ont rompu les négociations en vue du renouvellement de leur contrat de travail. Les points en litige portent principalement sur les clauses de sécurité d'emploi et de sous-traitance. Si les syndiqués mettent en application leur droit de grève, la diffusion d'émissions sur la Coupe Grey et le Congrès libéral serait compromise. Vancouver vit justement à l'heure de la Coupe Grey. Des milliers de visiteurs sont arrivés sur la côte ouest pour assister demain à la finale de la Ligue canadienne de football. Plusieurs activités ont été organisées, mais comme le rapporte Marc-André Masson, elles ont été de popularité inégale. La ville de Vancouver est à peine remise de l'expo que déjà la fête recommence. Dès son arrivée hier, la délégation de Calgary a pris la tête du peloton des fêtards. Après la session de photos souvenirs, les troupes se sont retrouvées au centre-ville. Un groupe de country a fait les frais de la musique. Sous l'œil étonné de certaines Vancouveroises, les fêtards se sont laissés aller. Certains danseurs ont fait preuve d'une agilité qui ferait rougir bien des porteurs de ballons. Après tant d'efforts, quoi de mieux qu'un bon déjeuner à la mode de l'Ouest? Ce duo en a profité pour fracasser tous les records du plus grand nombre de passes complétées. La fête commence du bon pied. Mais en soirée, l'ambiance était tout autre. Les artistes n'ont pratiquement joué que pour leur famille. À quelques endroits, il semblait y avoir plus de policiers que de fêtards. It's dead. It's dead. Même situation lors de la parade de la Coupe Grey. L'événement n'a pas semblé impressionner certains Vancouverois qui ont poursuivi leur routine. Les festivités de la Coupe Grey n'ont pas attiré de foule considérable. La raison est peut-être simple, c'est que les champions de la Coupe Grey 1985, les Lions de la Colombie-Britannique, ne participeront pas demain à la classique annuelle. Marc-André Masson, à Vancouver. J'ajoute que la météo ne fera rien pour chasser cette morosité qui plane sur la ville haute de la Coupe Grey. Il est en effet prévu pour demain à Vancouver un temps nuageux, pluvieux et venteux. Le beau temps sera plus à l'est dans les prairies, l'Ontario et le Québec, comme aujourd'hui. Mais voyons d'abord les prévisions pour l'est du pays. Environnement Canada prévoit de la pluie à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, des averses de neige à Charlottetown, du temps nuageux à Halifax et partiellement nuageux à Fredericton. À Québec, ensoleillé avec passage nuageux, plein soleil demain à Montréal, Ottawa et Toronto. Dans l'ouest maintenant, un ennuagement à Winnipeg et ensoleillé à Regina, Calgary et Edmonton. Enfin, des nuages, de la pluie et du vent à Vancouver. Voilà, c'est tout pour ce téléjournal. Bonne nuit, à demain, mesdames, messieurs. Ici Radio-Canada. Embellissez votre week-end avec les grandes productions de Ciné Détente. De tous les genres, pour tous les goûts. Vivez les grands moments du cinéma, chaque samedi 17h avec Ciné Détente. Regardez-moi ces ongles magnifiques. Croyez-le ou non, ce ne sont pas les siens. Ce sont des ongles Stick-On Crazy Nails, polis en 8 coloris mode ou neutre, que vous appliquez vous-même. Placez simplement un adhésif Stick-On, puis appliquez l'ongle fermement. Les ongles Stick-On peuvent être limés, taillés ou polis à votre goût, et ils tiennent solidement. Pour de si beaux ongles qui ne s'écaillent pas, faciles à appliquer et réutilisables, recherchez les ongles Stick-On Crazy Nails, polis ou non, et les adhésifs supplémentaires. Stick-On Crazy Nails pour la femme active d'aujourd'hui.
Découvrez les plaisirs de l'hiver aux commandes d'une motoneige Skidoo. Les équipements Tanguay de Rock Forest et Automobile Gaétan-Lambert de Drummondville se feront un plaisir de vous indiquer quelle motoneige offre le meilleur rendement et répond le mieux à vos besoins pour tout genre de terrain. Sentier, lac, montagne ou bois. Offrez-vous la motoneige qui vous convient à un prix fort abordable. Venez voir les incomparables motoneiges Skidoo 87 chez Automobile Gaétan-Lambert de Drummondville et les équipements Tanguay de Rock Forest. Allez, viens. Des professionnels comme Marie-André Poliquin, la Banque nationale en compte 11 000, dont près de 600 succursales au Canada. Ces spécialistes vous aident à traiter vos finances personnelles ou vos affaires ici, partout en Amérique, en Europe et aussi en Asie. C'est avec des gens comme ça que nous grandissons dans le monde entier, solides. Allez, on va manger. La Banque nationale, faites-en votre force. Et super, ta banque. Du lundi au vendredi, je vous invite à partir sur une bonne note à Télélunch. Le caractère. Au sommaire ce soir, 4e défaite consécutive du Canadien. Québec l'emporte sur Washington et s'empare du premier rang de la division Adams. Et c'est demain qu'aura lieu la 74e présentation du match de la Coupe Grey. Le détail de ces manchettes et d'autres nouvelles tout de suite après la pause publicitaire. L'Union Vie, une compagnie mutuelle d'assurance où tous les assurés sont copropriétaires et qui est présente pour toute la population du Québec. L'Union Vie a son siège social à Drummondville depuis près de 100 ans et offre un service complet d'assurance vie. Qu'il s'agisse de la protection d'une famille, de l'hypothèque, de la retraite ou de l'assurance commerciale. L'Union Vie rayonne à travers le Québec par l'intermédiaire de ses agences choisies avec soin. Vous aussi, choisissez l'Union Vie. Dès 11h, c'est le divertissement, la bonne humeur de Christine Mercier à Télélunch. Suivez toute l'actualité avec Hélène Deslauriers au bulletin de 11h50. D'aventure en aventure, Vagabond poursuit sa route. Un homme et son péché, Séraphin Poudrier dans les belles histoires des pays d'en haut. Messieurs, tout d'abord au Forum ce soir, le Canadien a perdu un 4e match de suite et le premier rang de la division Adams dans un revers de 7-5 contre les Whalers de Hartford. À ce sujet, écoutons le reportage de Lionel Duval. Quel cauchemar pour l'entraîneur Jean Perron, dont l'équipe vient de subir une 4e défaite d'affilée. Les Whalers ont bien amorcé le match, 3 buts en première période qu'ils dominaient nettement. Le Canadien revient avec une riposte 4 buts en deuxième pour prendre les devants 5-3. Mais les Whalers marquent 2 buts en l'espace de 19 secondes au tout début de la 3e période. Duneen, qui est encore l'inspiration des siens, vient de jouer Brian Hayward qui a remplacé Patrick Roy. Malade, semble-t-il. Duneen marque avec l'aide d'Anderson. Et le but égalisateur fut celui de Lawless. Ensuite, Anderson les marque à nouveau. Et c'est Duneen qui va réussir le dernier but de l'engagement. Excellente manœuvre. Et les Whalers triomphent du Canadien pour venger leur échec subi à domicile. Le Canadien qui reçoit la visite des Capitals de Washington lundi soir. Pendant ce temps, à Québec, les Nordiques se sont emparés du premier rang de la division Adams en battant les Capitals de Washington 4-3. Les Nordiques ont pris une avance rapide de 3-0 en première grâce à des buts de Goulet, Côté et Lafrenière. Les Nordiques allaient prendre une avance de 4-0 en tout début de deuxième période sur le 14e but de Michel Goulet, son deuxième de la soirée, but que l'on verra dans les quelques secondes. Voilà Goulet étendu au sol, sur la glace. Puis 2 buts des Capitals. D'abord celui de Bobby Gould qui permettait à Washington d'inscrire enfin un premier filet. Puis pendant une attaque à 5, Mike Gartner prenait Clint Malarchuk en défaut. Et c'était alors 4-2 pour Québec. Au tout début du dernier engagement, Lou Franceschetti marquait un 3e but consécutif pour les Capitals et réduisait alors l'écart 4-3. Et c'est ainsi que devait se terminer ce match, une victoire de 4-3 sur les Capitals de Washington. Dans les autres matchs à l'affiche ce soir, Boston a défait Buffalo 6-2. Keith Crowder a dirigé l'attaque des Bruins avec 2 buts, ses 5e et 6e de la saison.
Philadelphie l'emporte 6-5 sur les Islanders de New York. Rick Tocchet a marqué le but gagnant 32 secondes avant la fin du match. Michael Bossy a marqué 3 buts pour les Islanders. Il en a maintenant 18. Les Rangers et Pittsburgh, 5-5, grâce à un but de Kelly Kizio 24 secondes avant la fin du match. Et pour les Pingouins, Lemieux a marqué 1 but et 3 passes. Calgary a défait Chicago 5-4. À Toronto ce soir, Minnesota l'a emporté 7-2 contre Toronto. C'est en troisième, il reste encore quelques minutes. Dino Ciccarelli a marqué son 25e but de la saison pour les North Stars et c'est un compte final. Winnipeg l'a emporté sur Vancouver 6-3. C'est une marque finale. Et en troisième période, entre Saint-Louis et Détroit, c'est l'égalité 1-1. Et toujours en première, ça vient de commencer, New Jersey et Los Angeles, c'est 0-0. Ligue américaine maintenant, Fredericton l'emporte ce soir sur la Nouvelle-Écosse, 6-2. Pour une troisième année consécutive, les Tiger Cats de Hamilton tenteront de remporter la Coupe Grey. À ce sujet, de Vancouver, un reportage de Pierre Dufault. Ce sera donc la 74e finale de la Coupe Grey. Les Esquimaux d'Edmonton en sont des habitués. Ce sera leur 10e participation au cours des 14 dernières années. Et Pierre Dumont, pour Hamilton, une 3e participation de suite, mais il n'y a pas eu de victoire ni l'an dernier, ni l'année précédente. Non, mais que pensez des Tiger Cats de cette année? Ils ont de très bonnes chances cette saison et ils ont une bonne défense agressive. Et il y a eu amélioration en deuxième demi, surtout du côté de l'attaque, avec la venue de Mike Kerrigan qui a remplacé Hobart. Kerrigan qui a un bras très précis, qui exploite surtout le court jeu aérien. Et il est aidé au champ arrière avec Bender. Bender qui peut courir avec force avec le ballon, également capter des passes. Donc Bender pourra causer des problèmes à la défense des Esquimaux. Ils ont de très bonnes chances, surtout avec l'édition de Ron Ingram, un troisième américain comme receveur de passe. Donc, tout va bien du côté, tout est bien rodé du côté de Hamilton à l'attaque. Rocky DiPietro, toujours un receveur très fiable, constant. Est-ce que la défense du Edmonton Pierre peut tenir tête à l'excellente ligne à l'attaque du Hamilton? Je crois que oui, surtout avec les déplacements des deux corps arrière, Allen et Donegan. Là, ce qu'on voit, c'est la défense du Hamilton. Oui. Cette défense, la clé, c'est la ligne première, Grover, Covington, Walker et Price. Elle doit harasser constamment un quart qui est constamment en mouvement. Donegan, qui est non seulement un bon quart et un bon leader, mais qui est extrêmement rapide. D'ailleurs, la séquence qu'on va voir dans un moment le démontrera de façon assez nette. Il court très rapidement et court intelligemment. Et c'est surtout, tu l'as mentionné, c'est un joueur intelligent. La semaine passée, face au Lions, sur 4 blitz, soit d'un demi-sûreté ou du maraudeur, on a exploité ce blitz à chaque fois pour de longs gains, soit par la course, comme on a eu le cas ici de Donegan, ou encore par la voie des airs. Et Donegan, c'est un joueur, un corps arrière fantastique, qui peut lire les défensives et peut vous battre de plusieurs façons, comme c'est le cas avec le demi-sortant du champ arrière, Chris Skinner, qu'on emploie à toutes les sauces. Est-ce qu'on peut s'attendre, Pierre Demain, à ce que les Ticats utilisent le blitz contre un Donegan qui est mobile, qui court latéralement avec facilité? Moi, j'y crois pas à cause des deux demi au champ arrière. Lorsque vous blitzez, ces deux demi-là peuvent s'effacer dans le champ, dans le flanc droit ou le flanc gauche, et ça peut causer des ennuis si vous effectuez trop de blitz contre eux. Là, ce qu'on vient de voir, c'est Kelly faire un arrêt, pas un arrêt, mais un attrapé pour le moins spectaculaire et difficile. Mais ça, c'est un peu la marque de commerce des receveurs du Edmonton. Et là, la défense du Edmonton qui est à l'œuvre. Oui, Stuart Hill, c'est l'homme clé à cette défense. Ça ressemble un peu à James Parker. Faites toujours pression du côté large du terrain et on devrait le bloquer, en l'occurrence Miles Gorel. Est-ce que Hamilton va gagner? Est-ce que Edmonton va gagner? Est-ce que ça va être serré, M. Dumont? Moi, j'opte avec Edmonton à cause du talent canadien qui est supérieur ici à Edmonton que Hamilton. Espérons qu'on aura un bon match. Et c'est pour demain après-midi, donc, le match de la Coupe Grey à l'antenne de Radio-Canada. Et comme vous voyez à l'écran, c'est ce que nous vous présenterons demain, émission d'avant-match, c'est à 15h30. Et puis le botté d'envoi, c'est à 17h, heure de l'Est. Ici Pierre Dufault et Pierre Dumont, au stade BC Place à Vancouver. L'Américain John McEnroe, 6e favori, a atteint la finale du tournoi de tennis d'Atlanta en Géorgie en battant le premier favori du tournoi et mondialement, le Tchécoslovaque Ivan Lendl aujourd'hui. McEnroe l'a emporté dans un match âprement disputé, comme je l'ai dit, 2 manches de 6-4 et 6-5, et 7-5 plutôt, au terme d'un match qui a duré un peu plus de 90 minutes. C'est la première fois depuis Montréal en 85 que McEnroe triomphe sur Lendl. McEnroe doit notamment sa victoire à d'excellentes premières balles de service. Il a réussi de plus 6 as et a de très bons retours croisés en revers. Lendl, continuellement pris de vitesse, a accumulé un grand nombre d'erreurs non provoquées. Dans la première manche, McEnroe a brisé le service de son adversaire une fois au 8e jeu, ce qui lui a valu la victoire 6-4. Dans la deuxième manche, c'est au 12e jeu que McEnroe prenait le service de Lendl pour finalement l'emporter 7-5. Victoire donc
de l'Américain. 6-4 et 7-5, 15e gain de McEnroe contre 12 défaites contre ce Tchécoslovaque. Il affrontera en finale demain l'Allemand de l'Ouest Boris Becker qui lui éliminait le Français Yannick Noah 6-4 et 6-3 ce soir. Le vétéran suédois Ingemar Stenmark a enlevé la 84e victoire de sa carrière en remportant le premier slalom de la saison de la Coupe du monde de ski alpin sur la piste de Kandahar à Sestriere en Italie. Stenmark a devancé son compatriote Jonas Nilsson et le surprenant italien Richard Tramontone, 3e. Le champion défendant de la Coupe du monde, le luxembourgeois Marc Girardelli, s'est disloqué une épaule en chutant et devra se tenir à l'écart des pistes pour au moins 2 semaines. Aucun Canadien n'a pu se qualifier pour cette manche. Chez les dames, pendant ce temps, l'Allemande de l'Ouest, Michaela Gerg, remportait le slalom géant de Park City, la première épreuve de Coupe du monde féminine de la saison. Elle a devancé la Yougoslave Mateja Svet, 2e, tandis que la Suissesse Vreni Schneider terminait au 3e rang. L'Allemand de l'Est, Ingo Lesser, a soutiré les honneurs de l'épreuve du tremplin de 70 mètres lors de la compétition préolympique de saut à ski de Calgary. Le Tchécoslovaque Jiří Parma a pris la 2e place, tandis que Red Jernen de la Norvège terminait au 3e rang. Le meilleur Canadien, Ian McGrath d'Oshawa, a dû se contenter de la 32e place. Eh bien, au golf, Fuzzy Zoeller a peut-être touché le plus gros montant, mais c'est l'ineffable Lee Trevino qui a volé la vedette lors du Skins Game du golf à la Quinta, en Californie, aujourd'hui. On verra sur nos toutes premières images Lee Trevino qui frappe son 2e coup au 3e trou et on verra la balle qui s'arrête à quelques centimètres seulement de la coupe dans cette épreuve où chacun des 6 premiers trous vaut 15 000 $. Ensuite, c'est Jack Nicklaus avec ce coup roulé qui a gagné 15 000 $. Fuzzy Zoeller, lui, y va d'un coup roulé de 8 pieds au 4e trou et il empochait alors une somme globale de 60 000 $. Puis au 7e trou, suivez bien cette balle cognée par Lee Trevino. La balle se retrouvera dans la coupe après une course de près de 45 verges et ce coup permettra aux vétérans de mettre la main sur une somme de 55 000 $. Enfin, le plus vieux participant à ce tournoi, Arnold Palmer, 57 ans, a gagné 25 000 $, lui, avec ce coup roulé d'environ 12 pieds. Et ce tournoi se poursuivra demain à la Quinta. Le double champion du monde soviétique Igor Zalesovski s'est imposé sur 500 et 1000 mètres lors de la première journée de la rencontre de Berlin-Ouest, première étape de la Coupe du monde de patinage de vitesse. Le Québécois Gaëtan Boucher a connu un début décevant, finissant 19e sur 500 mètres et 14e sur 1000 mètres. Nous faisons une courte pause, nous vous revenons tout de suite après la pause publicitaire qui suit. Senti le choc, il ne s'est pas encore relevé. Et voici Arnoldi avec l'antiflogistine. Grenier se relève. À mon avis, c'est antiflogistine qui a fait le meilleur jeu du match. Antiflogistine A535, un traitement de champion pour les muscles endoloris. Découvrez les plaisirs de l'hiver aux commandes d'une motoneige Ski-Doo. Les équipements tangués de Rock Forest et Automobile Gaëtan Lambert de Drummondville se font un plaisir de vous indiquer quelle motoneige offre le meilleur rendement et répond le mieux à vos besoins pour tout genre de terrain. Sentier, lac, montagne ou bois. Offrez-vous la motoneige qui vous convient à un prix fort abordable. Venez voir les incomparables motoneiges Ski-Doo 87 chez Automobile Gaëtan Lambert de Drummondville et les équipements tangués de Rock Forest. On vous rappelle, mesdames, messieurs, la défaite tout d'abord du Canadien, 7-5 devant Hartford ce soir. Les Nordiques qui l'emportent 4-3 sur Washington. Demain, la Coupe Grey entre Hamilton et Edmonton. Émission spéciale à compter de 15h30 à Radio-Canada. Le botté d'envoi vers 16h30. Ceci complète les nouvelles du sport. Bonsoir, bonne nuit, à demain. Ici Radio-Canada. Avez-vous besoin d'un imperméable pour faire le plein de la vitre? Ah, quel gâchis! Encore quelqu'un qui n'a pas découvert la façon intelligente de mettre du lave-vitre dans son réservoir. Pourquoi vous compliquer la vie? Procurez-vous le Super Funnel lave-vitre. Il ne coule pas, son étanchéité est garantie et il s'adapte à tous les contenants de lave-vitre, d'huile, d'antigel et autres. Pratique, résistant jusqu'à moins 40 degrés Celsius, le Super Funnel lave-vitre se glisse à l'intérieur du contenant après usage. Dites adieu aux dégâts. Le Super Funnel lave-vitre est en vente dans tous les bons magasins. Aussi disponible le Super Funnel 2 pour bidon à essence.
Les 180 marchands du Carrefour de l'Estrie invitent parents et petits à voir le spectacle autour de la soucoupe volante. En vedette, la déesse de la puissance, les Voltrons et l'intégrateur. Permettez aux petits d'être photographiés avec l'intégrateur. Écoutez avec eux le grand message destiné à transformer le monde dans l'amour, la paix et la beauté. Spectacle tous les jeudis et vendredis à 14, 16 et 19 h. Les samedis à 11 et 14 h aussi. Le Père Noël est au Carrefour de l'Estrie pour distribuer surprises et cahiers à colorier. Benny Hill va toujours plus loin dans le monde fascinant du rire et de l'humour. Adoptez Benny Hill chaque lundi 21h30. Vous est-il déjà arrivé de reculer à l'aveuglette dans un stationnement? Votre voiture ne possède pas de dégivreur électrique ou d'essuie-glace arrière? Ou bien ils sont tout simplement défectueux? N'attendez donc pas que ça vous coûte beaucoup d'argent. Astrolab installe et répare ces accessoires sécuritaires qui sont aussi bons et meilleurs marché que ceux d'origine. De plus, ils sont garantis 1 an. Un seul endroit, Astrolab à Saint-Élie-d'Orford. Téléphonez-nous à 566-0280 et n'oubliez pas qu'il est temps d'y voir clair. Le Clan Campbell à CKSH TV tous les lundis 19h. La Société Radio-Canada et ses postes affiliés mettent cette période à la disposition des partis politiques fédéraux. Ce soir, au nom du Parti libéral du Canada, vous entendrez Paul Routier, président du Parti libéral du Canada pour le Québec. Mesdames et messieurs, bonsoir. S'il vous est arrivé de regarder la télévision pendant cette fin de semaine, vous êtes probablement déjà très familier avec ce décor. Nous sommes, vous l'avez vu, à mettre un terme à l'un des plus vivants et des plus importants congrès de l'histoire de ce parti. Pour la plupart d'entre vous, c'est probablement la question touchant à un éventuel congrès d'investiture qui suscitait votre intérêt. Et pour les 3000 délégués libéraux venus de toutes les régions du Canada, cet événement représentait beaucoup plus. Cette fin de semaine marquait en effet l'aboutissement d'un nouveau processus démocratique. Notre parti a été rendu à ses véritables propriétaires, ses membres. Ce sont eux qui ont été les porte-parole du libéralisme au Canada et ce congrès va garantir qu'ils le redeviendront. Même avant les élections de 1984, les jeunes libéraux, ceux qui préservent notre idéalisme, avaient préconisé la réforme et le renouveau du parti. Leur initiative a été endossée sans réserve par la présidente du parti, Mme Campagnolo, et le chef John Turner. Le vent de la réforme soufflait déjà sur le parti. Et depuis, pendant que M. Turner s'évertuait à consulter les libéraux de toutes les régions du pays, un comité national élaborait les nouvelles attitudes, structures et orientations proposées à ce congrès. Ce mouvement de réforme a rendu notre parti transparent et démocratique, comme nous l'avions promis. Qui plus est, dans la dernière année, avant même que ne soit entérinée cette réforme proposée, les libéraux ont débattu de nouvelles idées et de nouveaux programmes. Notre parti est le seul qui donne à tous ses membres voix au chapitre dans l'élaboration de ces politiques. Le seul dont les membres participent à la recherche de solutions susceptibles de consolider le Canada, de le revigorer et de lui donner la force nécessaire pour affronter l'avenir. Nous avons attiré une nouvelle génération de libéraux aux idées hardies et originales qui, avec la force de la jeunesse, pourront traduire ces politiques en réalité. Ce congrès a endossé des orientations qui visent directement les problèmes qui s'opposent aux Canadiens et aux Canadiennes. La garde d'enfants pour les mères qui travaillent, la réforme fiscale visant un régime plus juste et plus équitable, un système de revenu minimum à l'intention des plus défavorisés, la formation des jeunes et le vieillissement de la population, de vigoureux programmes sociaux pour tenir compte d'une nouvelle conjoncture économique, des politiques qui soient justes vis-à-vis de toutes les régions et qui tendent à éliminer
toute forme de discrimination. Des politiques, et c'est de plus en plus important, qui défendent notre souveraineté à titre de nation indépendante et rétablissent la confiance dans la chose publique. Pendant toutes ces années, nous nous sommes interrogés, nous avons examiné comment fonctionnait notre parti et comment nous gérions nos affaires. Cette fin de semaine, les délégués ont donc mis la dernière main au processus de réforme. Nous avons maintenant un nouveau Parti libéral. La force du libéralisme, c'est sa capacité de s'adapter à de nouvelles générations de besoins. Nous avons fait un effort certain pour faire face à la réalité d'une société canadienne qui a beaucoup changé. Et je crois que nous avons réussi. C'est une nouvelle génération de libéralisme qui est née à ce congrès, et je me fais le porte-parole de tous les militants libéraux pour vous dire ce soir que nous sommes de retour. Ce que vous avez vu ces derniers jours, c'est un parti en action, un parti ouvert et fort, un parti auquel vous pouvez faire confiance, un parti qui ne considérera jamais son propre intérêt avant celui de tous les Canadiens et Canadiennes. Cette façon de voir vivra d'autant plus longtemps au sein de notre parti que nous serons plusieurs à la défendre. Soyez des nôtres. Merci. Bonsoir. À l'émission La politique fédérale, vous avez entendu Paul Routier, président du Parti libéral du Canada pour le Québec, qui vous a parlé au nom du Parti libéral du Canada. La semaine prochaine, vous entendrez un représentant du Parti progressiste conservateur du Canada.